Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à un autre épisode du Soundcheck Podcast Studio, encore une fois, en direct des studios de TVC 22. J'ai le plaisir d'animer cette émission-là pour vous faire découvrir les humains en arrière de ce choix de carrière-là. Et à chaque semaine, je le fais avec un grand plaisir. Merci et je suis privilégié de vous savoir à l'écoute. Allez vous abonner à nos réseaux sociaux, la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, incluant la chaîne YouTube de la TVC 22. Facebook, Instagram, TikTok, Steven Bilodeau, humoriste, allez vous abonner pour des exclusivités et tantôt des petits cadeaux. Ce matin, j'ai le privilège de recevoir un ami, un collègue à Radio Crash. C'est aussi un officier retraité, instructeur de cadets. Exact. Tantôt, on va décortiquer tout ça. Il est également armurier et chasseur. Mesdames et messieurs, Christian Caisse. Salut Steven. Bienvenue à l'émission. Merci. Merci de t'être déplacé de Saint-Jérôme aujourd'hui. Merci de l'invitation. Sérieusement, je suis vraiment content. Finalement, on a réussi à pouvoir se céduler. Exactement. Puis, ça n'a pas été évident, mais... Des fois, certaines rencontres sont plus faciles. Il y en a d'autres, il faut que tu les travailles. Celle-là, on l'a travaillé. Mais avec grand plaisir. Les deux, on le voulait. Ben oui. Je suis content aujourd'hui de te recevoir, en particulier parce que de la façon dont t'appartiens à cette communauté-là, des soldats, des vétérans, instructeurs au niveau des cadets. On appelle ça officier CIC. Exact. Pour le cadre des instructeurs des cadets. Exact. Et lorsque tu deviens un officier au niveau des cadets, puis tantôt tu m'as apporté une nuance, puis on va adresser ça, c'est que t'es considéré comme un membre des Forces armées canadiennes à part entière. Oui, hein? j'ai, dans le fond, les officiers du cadre des instructeurs et cadets obtiennent la même commission d'officier que n'importe quel autre. Fait que j'ai un beau diplôme à la maison signé de la reine. Dans le temps, c'était la reine d'Angleterre, la reine Élisabeth II. J'ai un beau diplôme qui est avec le même texte que n'importe quel autre officier des Forces armées canadiennes. Fait que j'ai ma commission d'officier comme n'importe quel membre des Forces canadiennes là, au niveau des officiers. OK. Est-ce que tu as les mêmes avantages? Non, très différent. Au niveau de la réserve, si tu regardes, là, peu importe le réserviste, qu'il soit militaire du rang ou officier, la minute qu'il met son uniforme, il est payé. Au niveau des officiers cadets, comme on n'est pas un métier de combat, ils nous payent la première partie de l'année 3 jours par mois. Peu importe le nombre de temps qu'on fait, ce qui est souvent beaucoup plus que le temps qu'on fait, mais ils nous payent 3 jours par mois. Puis la deuxième partie de l'année, c'est 2 jours par mois jusqu'au mois de juin. Fait que, grosso modo, ça, c'est une des choses qui est très différente. Mais la formation est très différente aussi. Là, quand on est, mettons, au niveau officier, tu as le QMBO, le cours de militaire, la qualification de militaire de base d'officier. Ouais. Ben, nous autres, on a un cours de recrue, mais qui est très, très, très différent. On n'a rien qui a rapport, mettons, à tout ce qui est manœuvre de combat, maniement des armes, etc. Malgré que dans les cadets, vous en faites du maniement d'armes. On en fait du maniement d'armes. À cette heure, c'est beaucoup de la carabine à plomb. Au niveau du tir de précision. Après ça, ils peuvent... À cause des accidents qu'il y a eu dans le passé? Ou... Non, c'est beaucoup plus au niveau logistique. Parce que, bon, tirer de la 22, c'est pas... ça prend un champ de tir agréé puis tout le kit. Ouais. Fait que, il était obligé... il y a beaucoup de salles de tir au niveau militaire qui a fermé. Fait que c'était moins évident. Tandis que la carabine à plomb, il pouvait tirer ça dans un gymnase. Là, fait que, les principes de tir sont les mêmes en arrière de ça. La manipulation des armes est la même au niveau de la sécurité. C'est ça. Fait que les cadets sont en mesure d'apprendre ce qu'ils ont à apprendre, en fait, qui est la sécurité en maniement d'armes. Et après ça, les principes de tir, les techniques de tir. Tantôt, tu m'as dit, je suis rentré là-dedans. J'ai lu, en fait, une offre d'emploi dans les journaux. On est au début des années 2000. Exact. Mais c'était pas pour devenir systématiquement un officier cadet. Non. C'était pour rentrer comme... C'était bénévole? Ils appellent ça officier civil. Fait que dans le fond, t'as pas tout à fait les mêmes tâches que l'officier militaire. Peux-tu me départager ça? Dans le fond, tu sais, tout ce qui était instruction, le civil pouvait donner de l'instruction, il n'y a pas de problème, mais tout ce qui est au niveau des normes, au niveau commandement, au niveau
etc., là, ben, généralement, ça va être le côté militaire qui va gérer ce côté-là. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, les cadets, c'est pas un organisme militaire, c'est un organisme civil qui est géré et subventionné par la Défense nationale. Fait que d'utiliser des civils pour aider, etc., ben, parce que c'est pas tout le monde qui veut s'en aller vers un enrôlement au niveau des cadets. Fait que ça prend du monde pour gérer cette gang de jeunes. Donc, c'est un peu un officier d'administration. C'est un support. C'est un support au niveau pour le militaire. Généralement, le militaire va donner un cours, l'officier civil va être en arrière pour gérer, faire un peu la discipline. Tu sais, là, hey, les gars, arrêtez de parler, là, l'officier parle, etc. Fait que ils vont servir des civils beaucoup pour ça. Ils vont donner de l'instruction aussi quand il manque de personnel. Fait que t'es comme le backup. Puis c'est l'entrée aussi pour, après ça, t'en aller vers un enrôlement si l'intérêt est là. Fait que, c'est ça, parce que tu passes au travers d'un enrôlement, puis là, tu as mentionné une formation. Exact. La formation inclut l'exercice élémentaire, donc la drill. Oui. Parce que c'est un peu le pain et le beurre des cadets, en fait. Là. C'est au niveau de la discipline, de l'encadrement. On utilise l'exercice militaire pour... qui est ce qui est la base, en fait, d'un soldat également. Là. Exercice militaire aussi, comment lire une procédure, ce qui ressemble... Ça, c'est pas au niveau du leadership que les cadets commencent à avoir ce genre de choses-là? On parle de set d'ordre. Mettons pour la formation du militaire, là, si on compare, mettons, cours de recrue avec le cours de recrue d'officier cadet, là, on avait des standards à suivre pour faire notre chambre, etc., pour nous apprendre à faire, à suivre une procédure, etc., pour après ça, emmener les jeunes aussi à suivre cette discipline-là, puis à avoir, à apprendre de ça. Là, fait que... Ça a été quoi tes grands défis dans l'administration des cadets comme officier civil? Si tu touches moins à l'entraînement... Je te dirais, le gros défi, c'est justement de ne pas avoir accès au... c'est ce qui a piqué ma curiosité de m'enrôler. Ça a été l'intérêt d'aller chercher plus d'instruction. D'aller chercher de l'instruction pour m'améliorer en tant qu'instructeur, en tant qu'officier, là, pour gérer les jeunes. Parce que c'est un défi, là, gérer des jeunes. Là, parce que là, sont full hormones, sont dans ils commencent à l'adolescence, parce que l'âge minimum, c'est 12 ans, jusqu'à l'âge de 18 ans. Fait qu'il s'en passe des choses pendant cette période-là. Fait que d'avoir à gérer certaines réalités des jeunes puis les comprendre, ben en tant qu'officier civil, j'avais pas ces outils-là. Fait que c'est ce que la formation militaire m'a apporté aussi. Ça a été comment gérer, parce que tu peux pas gérer un jeune comme tu gères un soldat. Là. Tu peux pas te mettre à crier après, puis etc. Fait que... Malgré qu'il y a beaucoup de jeunes qui souhaiteraient ça quand ils rentrent dans les cadets parce qu'ils ont déjà la volonté de servir les Forces armées canadiennes. Puis il y en a, c'est clair, net et précis dans leur tête. C'est clair, mais c'est à peine 5% qui vont... Ouais, c'est à peine 5% des jeunes qui vont switcher pour une carrière militaire par après. Fait que, à moins que les statistiques aient changé. Avec les mauvaises langues qui disent que le recrutement de l'armée se fait au niveau des cadets... Non, puis très peu vont se rendre. La Défense nationale ont vraiment changé leur speech de vente par rapport au programme des cadets. On forme pas des soldats, on forme des bons citoyens. C'est vraiment ça, la doctrine des cadets. Parce qu'il y a des parents qui ont peur d'envoyer leurs enfants à cause de cette forme de discipline-là, des fois qui peut s'apparenter à l'armée, ils connaissent pas trop ça, pensent que son jeune va se faire sacrer des coups de pied dans le cul. Ça a beaucoup changé. Moi, quand j'étais cadet à Saint-Jérôme, c'était plus ça. Là. Nous autres, en plus, on était au manège militaire de Saint-Jérôme dans le temps où qui était la maison du 4e bataillon du Royal 22e. Fait que on voyait passer du militaire à côté. Là. Fait qu'il y en avait qui avaient le 22 tatoué sur le cœur parce qu'on était affiliés, notre unité d'affiliation était le 22e régiment. Ce qui était favorable pour utiliser les installations, utiliser le personnel aussi dans... Oui. L'équipement. Au niveau de l'instruction aussi, de faire venir un vrai militaire, te raconter une classe sur l'hygiène en campagne, mais ça peut être vraiment intéressant pour le jeune qui, ça c'est un vrai soldat. Exact. Exact. Fait que, mais tu sais, ça a énormément changé à cette heure. Là, c'est beaucoup plus. Ça a évolué comme l'armée a évolué au niveau des droits de la personne. Ben oui. Effectivement, ça a beaucoup évolué. Et une chance. Puis il y a des formations là, exprès pour ça. Là, fait que, comment faire une
une discipline positive avec les jeunes, tu sais, du renforcement positif, etc. Fait que, tu sais, il y a des formations. C'est une approche beaucoup plus humaine. Ah oui. Justement, quand tu dis l'objectif est pour former des bons citoyens, ben c'est l'apprentissage de base, le respect, d'arriver à l'heure. Est-ce qu'il y a des principes au niveau des cadets qu'une fois que le jeune qui passe de là de 12 à 18, puis même j'ai des questions par rapport à pourquoi on accepte 18 ans quand il devient adulte dans la province du Québec, avec des ados de 12 ans. Tu sais, il y a une évolution significative entre 12 et 18. Oui. Puis là, on expose un adulte avec des enfants. C'est-tu quelque chose qui était plus difficile à gérer? Non, parce que tu as quand même le respect de la hiérarchie, parce que veux pas, ils ont gardé ça au niveau de l'armée. Il y a le système de grade, allant de soldat avec un chevron jusqu'à adjudant-chef. Fait que c'est sûr que l'adjudant-chef, généralement, c'est ton jeune qui va avoir 17-18 ans, qui est dans sa dernière année de cadet, puis etc. Fait que puis les jeunes sont formés aussi, quand ils ont 18 ans, ils sont formés aussi pour avoir à gérer les jeunes, puis on suit vraiment la chaîne de commandement. Là, fait que généralement, l'adjudant-chef, un peu comme dans l'armée, va être très rarement avec les recrues, les soldats, va être plus avec le côté officier. Il est comme en transition, là, vu qu'il est rendu adulte aussi. Côté administratif, il reçoit les ordres directement des officiers, lui il transmet ça aux jeunes là, sur parade, etc. La troupe. Exact. OK. Ça t'arrive de où, sa volonté-là de travailler avec les enfants? As-tu des enfants quand tu acceptes ça? J'avais 2 enfants en bas âge à ce moment-là, quand je me suis enrôlé. J'ai Alexandre qui a 18 ans, mais ma fille Léane qui a 17 ans. Au moment de l'enrôlement, ils ont 4. Alex, il avait 4 ans. 4 ans, 5 ans. Léane avait 3-4. T'en avais pas assez chez vous? Ouais, c'est ça. Davantage? Ben, j'ai l'avantage d'avoir une conjointe qui était très compréhensive puis qui s'occupait des enfants quand j'étais pas là. Ça fait 25 ans que j'étais avec Annie-Claude, puis elle a été une bonne partenaire de vie pour ça. Puis ça me prenait... C'est même une collègue de travail aujourd'hui parce que vous avez une émission ensemble sur les ondes de Radio Crash qui s'appelle le Jukebox. Et tu me dis qu'elle te supporte énormément dans cette... Parce que tu as 2 podcasts, en fait, dans la vie. Tu as le Bunker, où est-ce que tu présentes de la musique heavy metal. Exact. C'est ça. Tu peux aller avec le look. Et le Jukebox, vous avez un range entre les années 50 jusqu'à aujourd'hui, je pourrais dire. Je te dirais début 2000. Jusqu'au début 2000. Donc, c'est énormément de travail, puis tu as la possibilité de travailler avec ta conjointe, mais tu me disais que vous passez énormément de temps ensemble, vous faites de la chasse ensemble. Vous êtes rencontrés à l'école? C'est drôle parce qu'on s'est rencontrés en premier par Internet. On s'est rendu compte... C'était quoi la plateforme? C'était MIRC. C'était un chat, ça ressemblait à pour ceux qui connaissent l'informatique. MIRC. Ouais, MIRC. C'était, je me rappelle plus de la signification des lettres, mais en tout cas, c'était un logiciel de chat où tu avais les noms d'un côté, puis tu avais une plateforme, pas une plateforme, mais comme un salon ouvert à tous où tu peux marquer des commentaires. Puis quand tu cliquais sur le nom, là, tu tombais en privé. Fait qu'on s'est rencontrés en premier lieu là-dessus. On s'est rendu compte qu'on était dans le même cours de sociologie au cégep. Puis finalement, c'est des amis qui nous ont présentés. Fait que c'est ça. Puis depuis l'âge de... C'est ça. Ça fait au-dessus de 25 ans qu'on est ensemble. C'est cool. Tu es originaire de Saint-Jérôme. Oui. C'est pas le seul métier que tu as fait dans ta vie. Tu as fait un paquet de métiers. On est fait en tabarouette. En fait, tu me racontes que tu as été justement officier civil avec les cadets de 2001 à 2005. Tu quittes en 2005. Tu veux faire quoi à ce moment-là? Moi, au départ, je voulais m'en aller dans une carrière policière. Malheureusement, j'avais pas les notes pour rentrer en technique policière. Fait que je me suis dirigé vers... Ça, c'est au niveau du public. Au niveau du public. Fait que ça. Et puis, fait que finalement, je me suis dirigé vers la sécurité privée. Puis là, dans la sécurité privée, j'ai fait un
paquet d'affaires. J'ai fait du gardiennage, de bâtiments, j'ai fait... Ça, c'est de la sécurité physique? Ouais, la sécurité physique. J'ai fait de la garde rapprochée pour des dignitaires. J'ai fait de la sécurité dans des parties, des soirées mondaines, etc. J'ai fait de l'infiltration dans des pour des ça, compagnies. raconte-moi ça. En pré-entrevue, tu as piqué ma curiosité. Comment on fait ça de l'infiltration? Parce que tu dis c'est de l'infiltration au niveau des entreprises. Ouais. Puis là, tu me parlais même de clients mystères à un moment donné. Puis je savais pas que c'était les entreprises de sécurité qui envoyaient des clients mystères. Mais est-ce que les deux sont interreliés? Non, c'est deux choses complètement différentes. Parce qui m'intéresse, c'est l'investigation. Raconte-moi ça. En réalité, c'est que, des fois, il va y avoir des entreprises qui ont besoin d'avoir des yeux et des oreilles dans leur entreprise. Fait qu'ils vont faire appel à une firme. Moi, la firme pour qui je travaillais, c'était le groupe Conseil VCS qui se spécialisait dans tout ce qui était prévention des pertes, gardiennage, etc. La compagnie n'existe plus aujourd'hui. Mais il y a un moment donné, je me fais appeler au bureau central, puis ils me disent, écoute, on aurait une mission pour toi. Fait que j'ai OK. Il dit, faudrait que tu infiltres une compagnie. On va te donner une identité différente, puis il dit, on veut que tu sois les yeux et les oreilles du client. Fait que c'était dans une compagnie, un entrepôt de fruits et de légumes où il y avait beaucoup de vols. OK. Fait que là, il m'avait dit... Vol de marchandises ou vol d'équipement? Vol de marchandises. Okay. Fait que des fruits et des légumes, des fruits envoyés, mettons, pour des bars, des affaires de même, tu sais, des limes, des citrons, des oranges pour faire des drinks, etc. Puis c'était vraiment à coup de 45 pieds là, qui volait. Là. Fait que, OK. C'était pas une ou deux caisses. Non, c'était pas une ou deux caisses. C'était significatif pour faire appel à une compagnie. Exact. Fait que là, il m'avait dit, OK, voici ton identité. Puis là, il m'avait dit, là, t'es un bad guy. Là. T'es plus le bon gars Christian fait que t'as le droit d'envoyer chier tout le monde si tu veux, tu fais ce que tu veux. Tu sais, là, il dit le but c'est de te faire remarquer par les pourris. Puis les pourris se collent à toi. Les pourris se collent à toi. Fait que attends un petit peu, tu rentres là dans de quelle façon, quelle branche, comme client, comme employé? Non, comme employé. OK. Comme employé. Donc, on t'annonce, nouvel employé. Nouvel employé, commence à 4 heures le matin jusqu'à midi, puis tu rentres là, tu prépares des commandes. Donc, tu devais travailler comme n'importe qui. Comme n'importe qui. Okay. Fait que je faisais des commandes, j'emmenais ça au shipping, etc. Ça? J'ai adoré ça. Sérieusement, j'ai adoré ça. Tu sais, tu te prends un peu pour James Bond. Là, non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu as aimé travailler des fruits et des légumes? Ah oui, oui, j'ai bien aimé ça. Parce qu'il faut quand même que tu le fasses, ce travail-là, pour être capable de faire ton travail sous-jacent. Mais non, j'ai pas eu de problème pour ça. J'ai vraiment aimé ça. Là, c'était de faire des commandes avec un transpalette puis toute la kit. Fait que j'ai vraiment eu du plaisir à ça. Puis j'en ai eu un autre à faire un petit peu plus tard. Là. J'ai eu 2 infiltrations que j'ai eu à infiltrer. Mais là, raconte-moi, tu t'installes dans le fond comme employé, tu t'imposes comme employé, tu fais ton travail, à un moment donné, est-ce que ça fonctionne? Que les pourris... Il y avait des doutes sur certaines personnes, mais finalement, il ne s'est rien passé. Il y avait déjà busté pas mal tout le réseau qu'il y avait dans cette compagnie-là. C'était plus pour confirmer qu'il ne restait plus personne. Parce que les vols avaient cessé à ce moment-là. Les vols avaient cessé à ce moment-là. Fait que ça a été correct de ce côté-là. Ouais. Puis j'avais un rapport à faire par téléphone. Je traînais jamais de papier sur moi. Mon portefeuille était tout le temps dans mon char. Là, fait que... Comment ça marche au niveau de la rémunération quand tu fais un rôle de commis aux fruits et légumes, puis en plus d'un rôle d'enquêteur? À ce moment-là, il y avait une partie, mettons, mon salaire, je te donne un exemple, mettons, c'était 20$ de l'heure. À ce moment-là, je recevais 10$ de l'heure de la compagnie qui m'engageait, puis 10$ que la firme de sécurité me donnait. Fait que ça me donnait mon 20$ de l'heure. Mais tu faisais quand même, tu occupais 2 postes. Mais j'occupais 2 postes. Tu as été sous-payé, je te le dis. Okay. Je vais être d'accord avec toi. Parfait. Donc, ton autre infiltration, ça a-tu donné quelque chose de positif? Ça a donné quelque chose, mais pas ce qu'ils pensaient. C'est ça l'affaire. Vas-y, raconte-moi ça. Même principe, tu rentres là comme... Même principe, je rentre là dans les produits laitiers. Il y avait un doute sur le directeur des produits laitiers. Fait que je peux te dire, il mangeait du fromage en calvaire pendant ce temps-là. C'est quoi, il buvait trop de lait? C'est quoi qui est arrivé? Non, il se faisait voler du fromage à pizza. Des grosses briques de fromage à pizza. Fais-tu du saputo?
Non, je me rappelle plus c'était quoi la marque, mais c'était assez dispendieux, la brique qui était rendue à 70 000 $ de volée. Oh. En brique de fromage à pizza, puis la brique valait 200 $, la brique. Fait que. Puis là, il y avait un doute sur le directeur. Le gars, c'était un maniaque de pêche. Fait que il m'avait demandé, toi, tu connais-tu ça, la pêche? Ben, je connais ça, tu sais, il travaillait dans les magasins de chasse et pêche, puis toute la kit, tu sais. Fait que, ben, il dit, colle-toi sur lui, puis il essaye de voir. Finalement, c'est un client qui volait. Ah oui, hein? Ouais, le client il faisait du vol à l'étalage. Sa méthode, c'est qu'il prenait, mettons, des caisses de bananes. Il se promenait dans les rangées, il se prenait 3-4 briques de fromage, cachait ça dans la caisse, refermait ça, passait ça. La caissière scannait la caisse, elle l'ouvrait pas, là, tu sais. Elle payait la caisse de bananes. Il payait la caisse de bananes, passait ça, merci, bonsoir. Fait que, Au moins, il en payait une partie. Ouais. Ça, il faut voir le côté positif dans tout ça. Il payait le moins cher Mais est-ce que t'as-tu eu peur? Non. Non, même si tu dis je débusque quelqu'un, Non. Non, mais tu sais, c'est sûr que tu sais, en me collant s'il est pourri, ben c'est sûr que j'avais d'autres informations pour l'entreprise. Tu sais, ceux qui sortaient, tu sais. Mais vous n'étiez pas mandaté nécessairement pour l'information. Non, mais tout ce que j'étais capable de trouver ou de voir par rapport même aux employés, ben je le rapportais là, à ce moment-là. Puis tu sais, ce que l'entreprise fait avec après, ben, tu sais. C'est un service de plus, donc ils peuvent faire affaire avec vous pour exact. Autre chose ou dans un processus de continuité. Ben, ça, puis l'autre affaire, c'est aussi, ça donne une idée aux entreprises quel genre d'employés qu'ils ont. Parce que c'est sûr que le patron n'est pas tout le temps sur le plancher pour voir, mais là, quand tu as quelqu'un, un détective privé qui est là pour qui est les yeux et les oreilles de l'entreprise, puis qui se rend compte qu'il y a certaines problématiques. Tu sais, un chauffeur de lift qui sort à ce moment-là, le pot n'était pas légal. Ouais. Ben, tu sais, il y a le gars qui sortait, puis il allait fumer 2-3 joints, puis qui était buzzé bien raide, puis qui venait chauffer un lift après. C'était la sécurité des employés aussi. Fait que ça, c'était le genre de choses que je pouvais rapporter, là, tu sais, là, qui pouvait être une problématique. Fait que c'est ça. Vraiment nice. Ouais. Au niveau en fait, j'aimerais ça qu'on parle de formation au niveau des agents de sécurité, parce qu'aujourd'hui, au Québec, je ne sais pas si c'est la même chose dans le Canada au complet, au Québec, ça prend une licence pour devenir un agent de sécurité, ce qui n'était pas le cas à l'époque. J'ai fait aussi de la sécurité, entre autres pour l'entreprise de Sirois, on les salue. Mais, et tu me nommais toutes les entreprises pour lesquelles tu as travaillé, puis c'est drôle parce qu'il y en a plusieurs qui viennent au monde, puis il y en a plusieurs qui ferment aussi rapidement. Par mauvaise gestion, on va dire ça comme ça. Mais au niveau de la formation, qu'est-ce que tu avais pour être un enquêteur privé? J'avais rien. Donc, c'était ton senti? C'était mon senti. C'est sûr que j'avais fait quand même pas mal. J'avais quand même pas mal d'expérience au niveau du gardiennage, au niveau de la sécurité privée. J'étais pas à ma première compagnie non plus. Puis, il m'avait engagé aussi. Quand j'ai commencé à travailler pour cette compagnie-là, j'ai commencé à faire du gardiennage dans un centre de distribution pharmaceutique. Fait que j'avais à faire des rondes quotidiennes parce que c'était le genre de place qui pouvait avoir des vols de médicaments. Il y avait une section pour des narcotiques. Le Viagra puis le Cialis était cadenassé avec une caméra dessus pour être sûr que, parce que c'est le genre de médicaments qui sont facilement revendables. Fait que c'est ça. Fait qu'on faisait une présence auprès des employés pour décourager le vol, là, puis etc. Puis de fil en aiguille, ben j'ai monté là, les échelons. Puis comme tu disais, des visites, je faisais des visites de clients mystères aussi pour des pharmacies. J'arrivais là sur le spot un soir à la fermeture. Bonjour, enquêteur, voici ma carte. Ah, tu le disais? Ah ben oui. Ben oui, il arrivait. Il sortait, on fouillait toutes les sacoches, les sacs. T'as-tu ta facture? Non, pas de facture. Je pensais à un client mystère au niveau de la qualité contrôle. Non. OK, c'était vraiment au niveau des vols. Ouais. OK, puis t'as pogné des...
Je n'ai jamais. Sérieux, j'ai été chanceux ou malchanceux, ça dépend comment tu le prends. Je vais dire chanceux pour la population. Je n'ai pas pogné. Pas pogné d'employés là, qui n'avaient pas de facture. Puis souvent, les gérants étaient là. Fait que, tu sais, s'il n'y avait pas de facture, oui, elle me l'a payé à moi, il n'y a pas de problème. Tu sais, elle n'a pas gardé sa facture, mais elle l'a payé, etc. Bon, on l'a marqué sur le rapport. Fait que. Si tu venais parce que j'imagine que ça faisait partie des procédures, si tu venais qu'à pogner quelqu'un pour tentative de vol, parce que tant que l'intention, ça rencontre les éléments de l'offense, là, tant que l'intention n'est pas de voler, ben, tu peux pas l'incriminer. Exact. Tu pourrais peut-être tenir un procès, mais ça serait difficile si le procureur de la Couronne n'a pas d'aveu. Ça ne sert absolument à rien de tenir un procès. Mais est-ce que tu avais envisagé cette confrontation-là de quelqu'un qui avait quelque chose qui n'appartenait pas dans sa sacoche? C'était quoi la procédure? Parce que tu n'as pas de pouvoir policier. Non, effectivement. À ce moment-là, on remplissait un rapport, puis c'est l'entreprise qui prenait une décision à savoir qu'est-ce qu'il faisait. S'il faisait une déposition en police ou non. C'est ça, exactement. Okay. On saisissait le bien de l'entreprise. Si, mettons, elle n'avait pas de facture puis que la gérante me disait je ne suis pas au courant, ben à ce moment-là, on prenait l'article, on le mettait dans un sac scellé, puis on ramenait ça à l'entreprise, puis eux autres communiquaient avec le pharmacien, puis disaient écoute, notre détective va pogner ça, etc. Puis là, à ce moment-là, c'était lui qui prenait la décision. Mm-hmm. Est-ce qu'on vous disait que vous aviez des pouvoirs de détention? Non. Non, on n'avait pas. C'est ça. On n'avait pas. Parce que souvent, c'est mal compris de la part des agents de sécurité, exact. Ce pouvoir de détention-là. Puis qu'est-ce qui est possible d'être fait si l'infraction criminelle ou l'acte criminel est perpétré? C'est deux choses complètement différentes. J'espère que tout ça, maintenant, vient avec la formation des agents de sécurité. Tu travailles-tu encore en sécurité? Non. OK, donc tu n'as pas cette nécessité-là d'aller repasser tes cartes pour... Non, exact. Mais j'ai vraiment fait des beaux contrats, des contrats spéciaux aussi. Travailler outre-mer? Non, j'ai jamais travaillé outre-mer. Donne-moi les contrats spéciaux. Les contrats spéciaux, visite, on avait eu une sous-traitance pour l'Auto-Québec. Il fallait faire la visite des bars pour les machines à loterie. Okay. Fait que ça, c'était vraiment du client mystère, que tu te pointais là. Puis selon les standards que l'Auto-Québec nous demandait, ça n'avait aucun bon sens, on se faisait repérer tout de suite. Là, t'as pas le droit d'alcool. Christy, tu t'en vas dans un bar. C'est sûr que si je commande un Coke, la personne qui est de l'autre bord du bar, c'est sûr que t'es quelqu'un qui tu sais, là, pis on avait toutes sortes de bars, là. Ouais. On avait des bars de danseuses, on avait on avait même un sauna. Si tu consommes pas, t'es spoté assez vite. T'es spoté assez vite, tu sais. Fait que, tu sais, il y a eu une fois que je me rappelle, dans le coin de Tremblant, je m'étais retrouvé dans un bar. Je dis, moi, te prendre un coke, s'il te plaît. Elle dit, t'es au courant que t'as un bar ici, là? Je dis, oui, je suis au courant, mais je dis, moi, je suis camionneur, 45 pieds, il roule dehors, j'ai soif. J'ai dit, je peux pas prendre de la bière, tu sais. Fait que, prendre juste un coke, tu sais. C'était un bar de danseurs, on regarde des filles, puis toute la kit, tu sais. Fait que, ça avait bien passé cette fois-là. Mais il y a d'autres fois que là, ça marchait moins bien, là. Fait que, c'est ça. Mettons fait que vous cherchiez à savoir si les machines avaient été truquées? Non, on cherchait l'Auto-Québec ont un code d'éthique. Puis là, les bars, il fallait qu'ils se conforment à ce code d'éthique-là, du genre, fallait qu'ils affichent justement le code d'éthique. Faut pas que, mettons, la barmaid ou le barman incite au jeu. Ouais. Fait que fallait qu'on passe un temps raisonnable, mettons, d'1 heure à peu près. Je pense que le nombre de machines autorisées à posséder dans l'établissement en fonction du... Ça. Ouais. Fait que on se rendait là, puis après ça, on se prenait une pièce, mettait ça dans la machine à loterie, on prenait le numéro pour prouver comme quoi on était passé à ce bar-là, puis que c'était fait. Fait que... Puis là, on remplissait un rapport à dire est-ce que la barmaid a incité au jeu, tu sais, du genre, cette machine-là, là, elle avait de payer. Là, elle est due. Je la réserve pour quelqu'un, là, parce que... C'est ça, tu sais, fait que c'était le genre de choses qu'on avait à observer. Mais c'est ça, comme je te dis, j'ai eu toutes sortes de bars à aller faire, fait que beaucoup de bars de danseuses à faire, fait que... Les conséquences sont graves, pour le non-respect des politiques entourant les machines de jeu au Québec, surtout. Puis à l'époque, je me souviens, mon père avait un dépanneur. Puis on avait 2 machines. À ce moment-là, l'Auto-Québec n'avait pas d'emprise sur les machines, ces machines-là. Okay. Puis est arrivé, l'Auto-Québec, ils ont voulu administrer à peu près tout ce qu'il y avait comme machine, ont imposé leurs machines. Puis là, c'est là que les autres machines sont devenues illégales, mais mon père faisait tellement d'argent avec ça, au noir,
qui a voulu conserver ces machines jusqu'à temps qu'ils se fassent prendre par l'Auto-Québec, puis après ça, le fisc s'en est mêlé. Il y a eu des grosses amendes, suspension de permis. Il a fallu qu'il ferme le commerce pendant un moment. Ce qui a mené, en fait, à la faillite de son entreprise, parce que le montant qui était dû était significatif. Mon père avançait en âge, puis il a dit, moi, passer le reste de ma vie à payer cette dette fiscale-là. Mon père est décédé aujourd'hui, mais ça a été probablement c'est ce qu'il regrette encore le plus aujourd'hui, d'avoir tenu tête à l'Auto-Québec. Je pense pas que personne n'est capable de tenir tête à l'Auto-Québec. Pas à l'argent qu'ils font. En tout cas, il semble que les syndicats sont après l'apprendre à leurs dépens présentement effectivement. Au Québec. Est-ce que tu t'intéresses à la politique? Oui. Oui? Oui. Politique municipale, provinciale? Beaucoup fédérale. Oui. Beaucoup fédérale. À cause des lois sur les armes à feu, entre autres. Puis là, on va tomber dans ce sujet-là parce que tu es un chasseur, tu es un pêcheur. Tu t'es intéressé à ça avant même de devenir armurier, parce que c'est un métier que tu oui, puis tu sais, j'ai été tireur sportif avant d'être chasseur. Fait que tu sais, j'ai commencé. Mais le métier d'armurier m'a toujours intéressé. C'était un concours de circonstances. C'était quoi que tu tirais comme arme sportive? Pistolet? Pistolet, puis AR-15. Okay. AR-15, j'en ai tiré beaucoup. J'en ai 2. AR-15, pour ceux qui sont pas familiers, c'est l'arme que les soldats transportent souvent. Ben, c'est très similaire. C'est très similaire. C'est une version civile, mettons, de la C7 au niveau canadien ou du M16 au niveau américain, mais c'est extrêmement différent. La mécanique à l'intérieur est vraiment pas la même. Fait que c'est... Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas par culasse? Non, c'est vraiment tout le système de détente puis de marteau qui est différent. Puis il y a un bloc à l'intérieur de l'AR-15 qu'il n'y a pas dans la C7 ou dans le M16 qui fait qu'on ne peut pas rentrer un kit de full auto à l'intérieur. Fait que c'est impossible de rendre cette arme-là full automatique. À cause des lois, de la législation. À cause de la législation, etc. Fait que c'est ça. Fait que c'était le type de carabine que j'avais pour faire de la compétition. Fait que c'est ça. Grosso modo, la loi dit que tu es autorisé à faire du coup par coup, qu'on appelle, sans faire du full automatique, qui est si tu presses la détente, tu vas vider ton chargeur. Tu vides ton chargeur. À ce moment-là, ces armes-là étaient prohibées depuis belle lurette. Là, là, fait que ça fait longtemps là, que ces armes-là que des armes automatiques ont été rendues prohibées. Il y a certaines personnes qui en possèdent encore dû à des clauses grand-père. Ouais. Mais je te dirais que c'est une infime partie de la population. Là. C'est un grain de sable dans l'océan. Là, est-ce que les clauses grand-père sont transférables à la génération suivante? Non. Donc, on va devoir faire... Ça, mettons, tu as une arme autorisation restreinte et elle n'est plus utilisable, je vais dire ça dans ce langage au niveau de la loi. Tu vas devoir la modifier ou la mettre peut-être comme collectionneur, comme arme de collection? Même pas. Ben, tu regardes tout ce qui est... ce que le gouvernement fédéral a fait dans les dernières années, il a banni au-delà de 2500 modèles d'armes. Puis là, il y a une nouvelle liste qui est sortie cette semaine. Exact. Il y a une nouvelle liste qui est sortie cette semaine. Donc, ces modèles-là qui étaient soit à autorisation restreinte ou il y a même des armes qui étaient sans restriction, qui étaient utilisées pour la chasse, qui est tombé prohibé à ce moment-là. Pour l'instant, on a le droit de les posséder, mais on n'a plus le droit de les utiliser au niveau de la minute qui tombe prohibée. Puis on n'a pas le droit de les vendre non plus. Pas le droit de les vendre, pas le droit de... je meurs demain matin, là, ces armes-là s'en vont à... Sont rachetées par le gouvernement. Il y a un programme de rachat qui est en vigueur, en tout cas qui sont sur le point de mettre en vigueur, mais théoriquement, ça s'en va au poste de police puis c'est destruction. Là. Fait que c'est ce qui... Avec ou sans compensation? C'est sans compensation à ce moment-là. Là, fait que, parce que le programme de rachat au niveau des civils n'est pas en vigueur encore. Ils ont fait un essai dans le coin de Cap-Breton. Mais il y a eu 22 guns qui ont été ramenés, puis sur une quantité qui ont évalué à peu près à 300. Ils en ont eu 22 sur 300 qui évaluaient. Fait que ça n'a pas son... il n'y a pas de... Ça lève pas comme... Pour le moment, les gens gardent leurs armes. Ouais.
puis attendre de voir qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a une amnistie jusqu'en 2026. Il y a un programme de rachat qui est en train de se mettre en place. Ils ont un portefeuille de 700 millions pour ce programme de rachat-là. Qu'est-ce qu'on fait avec les armes de collection, par exemple? Parce que j'ai regardé au niveau du programme de rachat, on va payer le prix, grosso modo, du marché, mais les armes de collection, on ne peut pas payer le prix du marché parce que c'est difficilement évaluable. Exemple, j'ai 2 pistolets P226 qui sont gravés des forces spéciales, numérotés. On a fait faire ça, je me souviens, pour le 20e anniversaire des forces spéciales. J'ai encore ça chez nous, on ne peut pas les utiliser. Les armes restreintes, tu peux. Je peux les utiliser au niveau du tir sportif. Exact. Exactement. Donc, tu manques d'un club et que la fonction des armes soit justement aller sur le chantier. Exact. Mais c'est des armes que j'ai pas tirées encore avec. C'est des armes qui n'ont jamais tiré. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Est-ce que je vais faire souder les parties pour qu'ils deviennent inertes, puis là, je vais être capable de conserver la pièce de collection? Tout ce qui est armes de poing présentement, on a le droit de les garder, on a le droit de les utiliser, on peut juste plus les transférer, etc. pour l'instant. Ils ont fait un gel au niveau des armes à autorisation restreinte, tout ce qui était pistolet. C'est tout ce qui a été banni que là, à ce moment-là, les autres, ils ont rendu ça prohibé, puis que ceux-là, on peut plus les utiliser, on peut plus les transférer, on peut plus rien faire avec. C'est un presse-papier dans le coffre-fort, puis that's it, that's all. Fait que tout ce qui est armes restreintes au niveau pistolet, ça, on peut les garder, on peut les utiliser, il n'y a pas de trouble. Est-ce que tu me suggérais de les attitrer comme armes de collection? Ça change rien. Garder la nature de l'arme? Parce que le statut de collectionneur, la seule affaire que ça donne, c'est parce que au niveau des lois canadiennes, faut que tu justifies la possession d'armes à autorisation restreinte. Fait que c'est soit tir sportif, soit collection. Fait qu'il y en a qui sont pas tireurs sportifs, mais ils veulent collectionner. Fait que là, ils demandaient à avoir le titre de collectionneur. Pour avoir le titre de collectionneur, il faut que tu passes une entrevue avec le contrôleur des armes à feu, avec des questions, etc. Puis là, tu deviens assujetti à la même réglementation qu'un magasin. C'est-à-dire, il faut que tu aies un registre avec toutes tes armes dedans, un coffre-fort, etc. Puis tu soumets à une inspection du bureau du contrôleur des armes à feu chez vous. À n'importe quel moment, il pourrait débarquer pour faire un contrôle. Il t'appelle, bonjour M. Bilodeau, on va passer telle journée, telle heure, on s'en vient inspecter vos installations puis votre registre. Et si je dis non, les conséquences arrivent. Là, à ce moment-là, tu justifies plus le droit, le privilège de garder ces armes-là parce que, tu sais, au niveau collection, il faut que tu justifies à ce moment-là. Sinon, c'est le tir sportif. Fait que là, à ce moment-là, il faut que tu sois membre d'un club de tir, aller tirer, etc. avec ton arme. Tu démontres, en fait, ta volonté de faire du tir sportif. Exact. Si tu passes 10 ans sans faire de tir sportif, tu possèdes tes armes, ça pourrait être... c'est les mêmes ça conséquences. pourrait être suffisant pour imposer des conséquences ou du moins te donner un avertissement. Exact. OK. Tu es devenu intéressé à ça par la force des choses parce que tu pratiquais le tir. Où est-ce que ton intérêt à devenir armurier est arrivé dans tout ça? Je te dirais, premièrement, j'évoluais dans cet univers-là de tir sportif, dans les clubs de tir, etc. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré un armurier qui m'a dit moi, je suis armurier, j'ai fait une formation, etc. Puis là, ça a comme piqué ma curiosité, j'ai commencé à faire des recherches. J'étais tanné de la sécurité privée, de me faire barouetter d'une compagnie à l'autre, de perdre mes avantages tout le temps. Fait que du jour au lendemain, en 2009, j'ai pacté la famille, la madame, les 2 enfants, on est déménagé à Maniwaki. Je me suis inscrit à l'école, ça l'a donné que je me retrouvais sur le chômage. Fait qu'on est déménagé à Maniwaki, je me suis inscrit à l'école de soir, fait que de jour, je pouvais être en recherche d'emploi puis travailler si je trouvais. Puis le soir, à partir de 3h jusqu'à 11h30, j'allais à l'école pour apprendre le métier d'armurier. C'était un DEP qui durait 11 mois à ce moment-là. Fait que j'ai fait mes 11 mois. C'est-tu encore le cas aujourd'hui? Non, malheureusement, ça a fermé au niveau public. Ouais, le cours a fermé au niveau public. Il y a quelqu'un qui l'a pris et qui l'a privatisé. C'est la même formation, mais ça coûte beaucoup plus cher. Est-ce que tu penses que c'est une décision politique? Parce qu'ils ne voulaient pas subventionner des écoles d'armurier? Je te dirais oui et non, dans le sens que le ministère de l'Éducation du Québec, la manière qu'ils
qui regardent ça pour garder un programme de DEP ouvert, c'est par rapport au nombre de personnes qui va se placer. Le taux de placement était pas bon. Le taux de placement, pas qu'il était pas bon, c'est la façon que le ministère prenait ses statistiques. Dans le sens que pour que tu rentres dans les statistiques du programme, fallait que tu ailles le statut d'armurier pour rentrer dans les statistiques. Puis, si t'étais pas armurier au niveau... si t'étais travailleur autonome, ça marchait pas. C'était genre la police, l'armée au niveau civil, parce qu'il y a des civils qui travaillent comme techniciens en armement à la Défense nationale. Fait que armurier dans un magasin, là, tu rentrais dans les statistiques. Mais il y avait beaucoup de gens qui faisaient cette formation-là, qui se retrouvaient représentants pour des compagnies d'armes à feu, représentants pour des compagnies de chasse et de pêche, qui se retrouvaient comme commis dans les magasins de chasse et pêche. Mais tous ces gens-là ne rentraient pas dans les statistiques du gouvernement du Québec. Fait qu'à ce moment-là, ben, ils ont dit, ça ne donne rien, ton taux de placement, c'est, mettons, 30 % Parce qu'il y avait des emplois où est-ce que toute autre tâche connexe, incluant le zérotage d'armes à feu quand quelqu'un jette son arme à feu. Exactement. Expliquer comment ça fonctionne. Ben, c'est sûr que la personne qui suivait la formation d'armurier avait déjà une avance par rapport à quelqu'un que tu prenais un nobody, que tu le mettais en arrière d'un comptoir d'armes à feu, qui a fait ses cours de maniement d'armes puis qui est capable de parler de chasse et de pêche à ce moment-là. Ouais. Lui, il avait un avantage comparativement aux autres, mais du fait qu'il avait le statut de commis rentrait pas dans les statistiques du gouvernement. Fait que c'est pour ça qu'ils ont pris la décision de fermer le programme à ce moment-là. Est-ce que je peux comprendre que la meilleure façon de faire ce métier-là, d'avoir une formation, on va dire, homologuée, si tu veux pas aller passer par le privé, c'est t'enrôler dans les Forces armées canadiennes dans le métier d'armurier. Ouais. Ce métier-là existe encore. Existe encore. Puis c'est un des métiers les plus importants, je dirais, des Forces armées canadiennes parce que c'est au niveau du fonctionnement des armes et toute forme d'arme. Ben, c'est la sécurité des soldats aussi. Là. Ouais. Si ton weapon tech ne fait pas la job, rendu sur le champ de bataille, si l'arme ne marche plus, on a un problème. Là. Mais là, aujourd'hui, tu fais partie de la statistique parce que tu es à l'emploi d'une entreprise, est-ce que je l'ai marqué, General Dynamic, exact. Qui est une entreprise bien établie dans le monde de la défense, puis pas juste au Canada, je pense que c'est partout à l'international. C'est mondial. Oui, exactement. C'est mondial. Cet emploi-là t'amène à travailler pas juste avec les armes à feu, mais munitions et explosifs. Exact. C'est-tu des formations que tu as prises par après? Non, ça a été... c'est sûr que ma formation au niveau civil a pesé dans la balance. Théoriquement, par rapport à l'entreprise, j'aurais dû avoir la formation au niveau militaire, au niveau technicien en armement, mais le problème, c'est que la défense, dans les dernières années, ont beaucoup travaillé pour améliorer les salaires, les avantages des membres des forces canadiennes. Fait que beaucoup renouvelaient leur contrat à ce moment-là. Fait que c'est dur de trouver du personnel au niveau qualifié, au niveau militaire. Oui. Puis quand que l'offre d'emploi a sorti, ils cherchaient désespérément des armuriers. Fait que puis c'est drôle de la manière que ça m'est arrivé là, d'obtenir l'offre d'emploi, mais c'est ça. Fait qu'ils cherchaient... Tu peux raconter? Ah ben écoute, toutes les fois que je compte cette histoire-là, je dis toujours, tu peux croire en Dieu, tu peux croire en les étoiles, tu peux croire en la vie, mais il n'y a pas... ça a été vraiment un concours de circonstances. Ça l'a donné que je travaillais à ce moment-là pour la Fédération québécoise de tir comme directeur général adjoint. À un moment donné, mon téléphone sonne. Oui, bonjour, je m'appelle une telle, j'ai une compagnie générale dynamique, je vous appelle parce qu'elle dit on cherche désespérément des armuriers. On a 3 armuriers qui partent à la retraite. Puis on n'en trouve pas. On voulait savoir si c'était possible de diffuser l'offre d'emploi via votre réseau de contacts. Bon, je dis, ben oui, madame, envoyez-moi ça. Fait que je donne mon adresse courriel. Je ne reçois pas le courriel, ça a jammé dans le serveur comme spam, puis j'ai rien reçu. Fait que, elle l'a peut-être pas fait. Fait que la journée passe, fini de travailler, j'embarque dans mon véhicule. À un moment donné, mon cellulaire sonne. C'est un collègue avec qui j'ai fait mon cours d'armurier. Il s'appelle Benoît, il travaille pour la Gendarmerie royale du Canada. Fait que il me dit « Hey, salut Greg, je t'appelle. » Il dit job d'armurier, t'intéresserais-tu? Il dit, je sais qu'à la fédération, ça va plus ou moins, fait que tu commences à être tanné.
Et il dit, ça te tenterait-tu? J'ai dit, où ça, à GRC? Il dit, non. Il dit, Général Dynamique cherche des armuriers. Il dit, il y a une chasseuse de tête qui m'a appelé à communiquer avec moi via une application. Il dit, moi, je suis au fédéral. Il dit, je ne changerai pas de place. Mais il dit, j'ai pensé à toi. J'ai dit, c'est quoi le nom de la madame? Et il me nomme le nom. C'était la même madame qui m'avait appelé à la fédération. J'ai dit, OK. Le soir, j'arrive chez nous. J'embarque sur Facebook. J'essaie de trouver le nom de la madame. Que je trouve. Premier post en haut, elle dit, c'est marqué, pour mes amis militaires, elle dit, la compagnie pour qui je travaille, on cherche des armuriers. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un message. Là, j'ai dit 3 fois la même offre d'emploi, dans la même journée. Il y a quelque chose. Fait que j'ai juste répondu à son post, ça m'intéresse. Ça a pris 10 minutes, j'avais un message privé. Bonjour, Monsieur Caisse, envoyez-moi votre CV à cette adresse-là. Envoyé mon CV, refait mon CV comme du monde, envoyé ça. Le lendemain, elle m'appelait pour avoir une entrevue téléphonique. Fait que je l'ai fait patienter jusqu'à la fin de mon corps de travail. Là. On m'a rappelé à 4 heures. Fait que je voulais pas que mon patron de l'époque vous le sache comme quoi que je pensais peut-être partir. Fait que c'est ça. Fait que elle m'a rappelé. J'ai fait le processus jusqu'à temps que j'aille l'offre d'emploi. Puis parallèlement, la Défense nationale cherchait aussi des Weapon Tech pour travailler au 202 Workshop à Montréal. Employé civil? Employé civil. Ouais. J'avais essayé de faire... J'ai fait le processus aussi, puis finalement, Général Dynamique est arrivé en premier. Puis ce qui a penché dans la balance, c'est le trafic. Parce que moi, aller travailler dans le bas de la ville de Montréal, ça me tentait pas full. Fait que l'autre, c'était à Repentigny. J'avais pas de trafic. Plus proche de la maison. Qualité de vie. Fait que c'est ça. C'est de même que je me suis retrouvé. Mais en même temps, tu aurais été pris dans une carrière militaire, pris dans un contrat... Ouais, tu t'enrôles, puis là, au niveau civil. Mais c'est pas juste ça, les conséquences sur la famille aussi sont énormes quand tu t'enrôles, surtout les 2 premières années, tu es en formation, tu es parti toujours. Oui, même si j'étais employé civil, il y avait il y avait la formation qui allait avec, puis etc. Fait que la seule différence, c'est que j'aurais été basé à Montréal, j'aurais pas été déployé en tant que tel ou transféré ailleurs. C'était le seul avantage qu'il y avait, mais c'était le trafic que je voulais. Cependant, si je me trompe pas, General Dynamics déploie des civils à l'étranger. Est-ce que je te dirais, me mets-tu un pied dans la bouche en disant ça? Non, nous autres, à Le Gardeur... Les contracteurs civils, justement. Nous autres, à Le Gardeur, on n'a pas de déploiement. Là où il va y avoir des déploiements, ça va être au niveau du centre d'essai, qui est à Nicolette. Eux autres, ils ont des déploiements à aller faire parce qu'il faut qu'ils tirent du gros calibre, fait que de l'artillerie, etc. Fait qu'ils ont des déploiements à aller faire, genre à Gagetown, à tous les mois, là, à peu près, là, ou 2 mois. Parlons de ça, la sécurité du tir. C'est clair, pour un tireur sportif, on s'en va sur un champ de tir intérieur, extérieur. Il y a des arcs de tir à respecter, drapeaux. Tout est mis en place. Quand il arrive le temps, quelqu'un part à la chasse. Oui. Il n'y a pas cette nécessité-là d'avoir un encadrement au niveau des arcs de tir, au niveau de la distance aussi, par rapport à l'arme qui est utilisée. Est-ce que tu me vois venir? C'est quoi les règles entourant l'utilisation d'une arme à feu dans le bois? Parce que là, tout le monde va à la chasse en même temps. Ouais. C'est bien beau porter une petite veste, un beau petit chapeau de couleur pour être visible. Ouais. Cependant, quand tu as une arme qui est capable de tirer à 600 mètres, tu peux... C'est possible que les risques que ta balle frappe quelqu'un dans le bois. C'est quoi les règles qui régissent le tir, justement, pour les chasseurs? Je dirais que, selon les statistiques de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, je pense, si je ne me trompe pas, c'est 0,2% d'accidents qui arrivent par rapport aux accidents de chasse. Donc, c'est négligeable pour imposer... Il n'y a pas beaucoup d'accidents qui arrivent à la chasse. Pas beaucoup de blessures. Les cours canadiens de sécurité de maniement d'armes à feu, parce que au Québec, la manière que ça fonctionne, pour pouvoir aller à la chasse, tu as 2 cours à suivre. Tu as le cours canadien de sécurité de maniement d'armes à feu pour obtenir ton permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. Puis tu as le cours d'initiation à la chasse à l'arme à feu, qui est comme le cours provincial. Puis là-dedans, qu'est-ce qu'on apprend dans le cours d'initiation?
d'initiation? Dans le cours d'initiation, c'est sûr qu'on va apprendre tout ce qu'il y a par rapport au tir éthique au niveau du gibier. On va apprendre survie en forêt. Donc, exemple, on tire pas une femelle, on tire pas un petit veau. La réglementation. Tu sais, la réglementation, oui, parce qu'il y a certaines années qui sont permissives. Mettons qu'on parle de grand gibier. Mettons pour l'orignal, ben il va y avoir des années permissives où tu as le droit au mâle, femelle puis le veau. Ça, c'est les permis en fonction des régions qui régit qu'est-ce que tu as le droit d'abattre ou de pas abattre. Exact. Mais tu sais, quand on parle de tir éthique, justement, c'est, tu sais, on veut pas faire souffrir l'animal. Fait que on va beaucoup parler de, tu sais, du tir vital, comment que l'animal doit être positionné pour avoir un tir efficace pour éviter qu'il souffle au maximum. Fait que ça, c'est une première chose. Après ça, on va aussi parler des arcs de tir. Parce que au niveau du grand gibier, c'est plus rare parce qu'on va être généralement seul ou à deux pour chasser le grand gibier. On va être en cache. Mais ça va être beaucoup pour, mettons, tout ce qui est oiseaux migrateurs. Fait que tout ce qui est bernache, canard, etc. Ben là, les arcs de tir sont importantes là, à ce moment-là. Fait que de là à là, c'est toi. De là à là, c'est toi. Fait que il y a beaucoup de communication qui doit être faite. Puis c'est ce qu'on enseigne aux gens. Après ça, d'éviter de tirer en l'air. Tu sais, si ton chevreuil est en haut d'une colline, ben d'éviter de tirer parce que... Le projectile va redescendre. Le projectile, si tu manques ton coup, il va passer peut-être de l'autre bord, puis où c'est qu'il va atterrir. Puis dans la réglementation, c'est dit comme quoi qu'on est responsable de où est-ce que notre balle va aller se loger. Là. Donc, tu es toujours responsable de ce que tu fais avec une arme à feu. Exact. Donc, si tu viendrais qu'à tuer quelqu'un, donc c'est un homicide involontaire. À ce moment-là, tu es obligé de dealer avec comme citoyen. Exact. Donc, ça fait partie des risques d'aller à la chasse. Oui. Exact. Wow. Fait que c'est pour ça qu'on va beaucoup, tu sais, il y a beaucoup d'éducation qui est faite par la Fédération des chasseurs et pêcheurs justement pour sensibiliser la population à être sécuritaire avec une arme à feu, puis ou tout autre type d'arme, parce que tu sais, il y a un cours aussi d'initiation à l'arc puis à l'arbalète. Ce qui fait que c'est pas négligeable non plus, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, d'identifier notre gibier avant de tirer. Tu sais, il y a déjà eu un accident à un moment donné, le gars, il se promenait avec un arc, de loin, ça a l'air d'un panache. Là. Oui. Fait que, il y a déjà eu des accidents comme ça, là, où il y a eu un tir qui a été effectué. Fait que, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un tue un animal qu'il ne devait pas tuer en fonction de la réglementation du permis sur le territoire? À ce moment-là... tu le déclares? Tu le déclares. Oui. Tu le déclares aux agents de conservation de la faune. Puis c'est les agents qui font décider à ce moment-là. Généralement, la viande est prise, puis est remise à des familles. Fait que, donc, on n'a pas de perte au niveau de la viande. Non. Est-ce qu'il y a des conséquences au niveau du tireur? Si c'est un tir accidentel, ça, je te dis ça sous toute réserve parce que je ne suis pas agent de conservation de la faune, mais généralement, si c'est un tir accidentel... C'est pas du braconnage, c'est pas vraiment... du braconnage, qu'il y a eu une bonne volonté de la part du tireur, du chasseur, généralement, il n'y aura pas d'infraction qui va être attitré. Parce que quand tu es peu expérimenté de savoir de différencier une femelle et un mâle, ça peut déjà là être compliqué. Ça peut être déjà là compliqué. Des fois, tu as le mâle et ta femelle un en arrière de l'autre. Tu sais, ta femelle est en arrière du mâle, tu tires le mâle, la balle passe à travers, puis elle pogne la femelle aussi. Là, c'est un double abattage qu'on appelle. Ben, il y a une conséquence à ça. Fait que tu appelles les agents. Écoute, je viens de faire un double abattage. Ils vont venir constater. Là, la priorité... Il y a un rapport qui est fait, bien entendu. Il y a un rapport qui est fait, puis la priorité à ce moment-là, c'est la conservation de la viande. Fait que, tu sais, généralement, les agents vont dire, ben arrange l'animal pour conserver la viande tout de suite. Fait que, il est décédé de toute façon. Fait que tu l'arranges, tu l'éviscères, tu conserves la viande, puis eux autres vont prendre la décision à savoir qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là. Mm-hmm. Donc, tu payes une portion de ta responsabilité dans le sens que tu fais acte de bonne foi, puis la nourriture après ça est envoyée pour une bonne cause. Puis tout le monde, on va dire, tout le monde est gagnant. La nature l'est un peu moins, mais on comprend que c'est une erreur humaine, puis des erreurs humaines, ça arrive. C'est sûr. Est-ce que les erreurs humaines sont au cœur de la volonté de retirer le droit aux chasseurs en matière d'armes à feu, ou c'est davantage... Parce qu'on utilise toujours les tueries de masse, tu sais, pour dénoncer, pas dénoncer, mais enlever cette volonté-là des gens de posséder des armes à feu ou d'être chasseur, parce que on a des... il arrive dans le monde des gens qui utilisent des armes à feu à mauvais escient. Oui.
On s'en va où avec ça? Le gros du problème, c'est qu'à cette heure, ils mettent pas juste ça sur des tueries de masse. C'est rendu plus large que ça. Tu sais, à cette heure, c'est rendu... ils vont mettre ça au niveau des drames familiaux. Ils disent que parce que tu as des armes à feu à la maison, tu es plus à risque d'avoir un drame familial, un féminicide. Ce qui est vrai. Ce qui est pas faux. Ce qui est pas faux. C'est pas faux, mais d'un autre côté, moi, je dis toujours... C'est comme policier, j'en ai saisi des armes à feu, justement, dans des disputes, dans des domestiques, parce que, justement, ben, il y avait des armes à feu qui étaient là, puis il y avait de la violence d'impliquer. Oui, mais tu sais, moi, je me dis toujours, tu sais, on a une réglementation au niveau de l'entreposage, l'exposition puis le transport au niveau fédéral. Si toutes les règles étaient appliquées comme le fédéral le demande, je pense qu'on réduirait considérablement le risque ou la chance ou la malchance qu'il arrive un drame familial à ce moment-là. T'sais. Donc, les lois fédérales sembleraient être meilleures que les lois provinciales au niveau de sécuriser l'arme à feu. Ben, tu vois, ils disent comme quoi qu'au niveau fédéral, mettons, on parle d'une arme sans restriction, faut qu'elle soit déchargée, puis faut qu'elle soit rendue inopérante. Fait qu'avec un dispositif de verrouillage sécuritaire. Au niveau de la détente. Ouais. Fait que, tu sais... ou sinon, un case barré. Exact. Ou sinon, dans un case barré. Fait que, mais tu sais, moi, je me dis, je te parle pour ma part, chez nous, bon, tu sais, j'ai deux c'est rendu des adultes, là, mon gars. Deux ados adultes. Deux ados adultes. Mais tu sais, j'ai toujours entreposé mes armes au-delà de ce que la loi demandait. Tu sais, moi, mes armes ont toujours été... il y avait le verrou de pontet, puis il était dans un coffre barré en plus. Les munitions étaient verrouillées ailleurs. Tu sais, moi, je suis au-delà de ce que la loi demande. Là, tu sais, là. Ouais, parce que tu pourrais verrouiller les munitions avec l'arme. L'important que ce soit barré. Tu sais, fait que là, à cette heure, c'est même dans un coffre-fort de 800 livres. Fait que mes armes sont là-dedans. Il y a moi et ma conjointe qui a la combinaison. Les munitions sont barrées à part ailleurs. Fait que tu sais, je me dis, Colin, si j'ai cette perception-là de l'importance d'entreposer mes armes, munitions ailleurs, tu sais, séparément, ben, tu sais, je réduis le risque de peut-être qu'il arrive quelque chose. Fait que c'est de là que j'ai un peu un problème par rapport à au discours au niveau de politique présentement par rapport à ça. Puis, là, présentement, on bannit des objets, on bannit des armes, mais on ne s'attaque pas au problème fondamental, c'est-à-dire l'être humain. Puis je t'explique pourquoi. Dernièrement, on a un système de permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, puis souvent les médias puis les groupes anti-armes vont faire souvent un parallèle, comme tu disais, avec les tueries de masse qui arrivent aux États-Unis. Mais nos voisins du Sud, là, ils ont leur propre réglementation qui est très différente de celle du Canada. Puis, comme je disais, on a un système de permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, puis il n'est même pas efficace à 100%. Puis je te donne un exemple que j'ai vécu dernièrement. Il y a une personne que je connais, la madame est traitée pour dépression profonde. Elle prend des médicaments, fait une application auprès de la Gendarmerie royale du Canada, est honnête dans son questionnaire, elle dit comme quoi qu'elle est traitée pour dépression profonde. La Gendarmerie royale du Canada, il renvoie un papier disant « On veut avoir une signature de votre médecin. » Médecin signe. Pas de problème, renvoie ça. 3 semaines après, elle reçoit un beau permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. Fait que quand elle m'a raconté ça, j'ai dit, ont-ils appelé ton conjoint? Elle dit non. J'étais sûr. Elle dit oui. Elle dit, ont-ils appelé tes personnes que tu as données en référence? Elle dit non. J'étais certaine. Elle dit oui, je leur ai demandé, puis elle dit, il n'y a eu aucun appel qui a été fait. Fait que là, tu dis, déjà une personne à problématique, tu demandes un document signé par son médecin. Moi, je connais personne qui vit avec son médecin, là. OK? Personne. Ouais. Puis tu prends même... Le gouvernement prend même pas la peine d'appeler le conjoint à savoir « Bonjour, monsieur, votre conjoint fait une demande de PPA. Êtes-vous à l'aise avec ça? J'ai vu qu'elle était traitée pour dépression. Ça va-tu bien? As-tu toute sa tête? Des épisodes de violence? Un discours qui veut tuer des gens? Fait que c'est pas marqué dans son front, là. Fait que tu dis, Christy, il me semble qu'avant de bannir des modèles d'armes pour juste de l'esthétique,
Ben, il me semble qu'on de s'attaquer au problème initial, c'est-à-dire juste le système de permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, déjà là, je trouve que ça serait Donc, on déjà peut penser que si on finance davantage le screening par rapport au permis d'acquisition, possession d'armes à feu, on pourrait significativement réduire le nombre de coucous avec des armes à feu. Et voilà. Puis si tu regardes tous ceux, là, toutes les tueries qu'on a eues au Canada, il n'y en a pas d'autres. Il y en a pas là-dedans qui est à saint d'esprit, là. Tu sais, qu'on parle de la Polytechnique, qu'on parle de Dawson, c'était tu sais, Richard Bain au Métropolis. Christy, le gars, t'es en robe de chambre avec une cagoule sur la tête. Tu sais, tu vois qu'il n'y a pas toute sa tête, là. Puis, tu sais, fait qu'en quelque part... C'est difficile aussi parce que le permis est bon pour 5 ans. Donc, dans le 5 ans, peut aussi se développer des problèmes de santé mentale. Tu as déjà tes armes, tu as déjà la possibilité de les acheter, de les posséder, puis de les utiliser dans un cadre légal. Ça m'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé dans un magasin de chasse et pêche. J'ai un monsieur qui est arrivé. Je vais acheter une arme. OK, pourquoi? Je vais aller à la chasse. OK, tu chasses quoi? Gros gibier. OK. J'ai vendu une carabine. 20 minutes après, le service de police m'appelle. Vous avez vendu une arme à M. Untel? Je dis, oui. Ben, c'est parce qu'il est dans son char et il veut se tirer. Tu veux que je fasse quoi? Le monsieur, il avait un permis de possession, il était valide, il avait... les réponses qu'il m'a données étaient toutes. Il n'y a rien qui m'a démontré que ce gars-là voulait se suicider. Là. Ça avait tout du bon sens. Si tu veux que je fasse. Fait que ça serait difficile de contrer quelque chose comme ça. Ben, c'est sûr que c'est difficile. Est-ce que le Canada souhaiterait, ou du moins les politiques fédérales mises en place par les gouvernements qui se sont succédés, voudraient avoir un État sans armes? Est-ce que c'est ça l'objectif? Absolument. 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 Puis, donc, on abolirait au Canada la chasse et le tir sportif? Ben, surtout le tir sportif, parce que tout ce qui est utilisé pour le tir sportif, pratiquement, tu regardes juste au niveau du gel des armes de poing, mais au niveau olympique, il y a des armes à autorisation restreinte que les gens ne peuvent plus acquérir. Fait que ça va être la mort du tir sportif tranquillement, pas trop vite. Ouais. Fait que, je pense que ça commence déjà à s'opérer un peu. On en voit de moins en moins. À cause de la tonne d'administration qu'il y a à faire pour aussi déplacer ton arme sur un champ de tir. C'est juste ça décourage souvent plusieurs tireurs. Exact. Moi, je préfère aller tirer aux États-Unis parce que, justement, c'est beaucoup plus facile. Je peux faire tirer ma famille. J'ai pas la complexité d'appeler la GRC, donner mon itinéraire de déplacement. Après ça, de respecter les heures de déplacement aussi puis d'utilisation. À un moment donné, tu peux faire beaucoup de législation, mais si tu rends aussi les règles pour l'utilisation compliquée, les gens vont se décourager puis vont cesser de le faire. Sûr. Ça, c'est sûr. Fait que oui, puis tu sais, le problème, c'est que, tu sais, là, présentement, ils sont sur des armes de type militaire ou à cosmétique militaire. Mais après ça, tu sais, où c'est que ça va s'arrêter? Tu sais, une arme à verrou, l'armée canadienne, tu sais, les forces armées utilisent une arme à verrou, là, au niveau tir de précision. À ce moment-là, on va-tu rendre prohiber les armes les armes à verrou parce que l'armée l'utilise? Tu sais, en quelque part, ça s'arrête où? On peut spéculer longtemps, puis tu sais, on peut s'obstiner longtemps. Là. Fait qu'est-ce qu'on comprend qu'il n'y a pas de solution dans l'avenir? Parce qu'on est très peu aussi, je pense, aussi à... Tant et aussi longtemps que... je pense que tant et aussi longtemps qu'il va y avoir des groupes anti-armes qui ne voudront pas discuter. Parce que c'est ça que les groupes anti-armes ne comprennent pas. Même les gens qui sont, on va dire, pro-armes à feu, on est pour avoir une réglementation. Mais on veut avoir une réglementation qui va être logique, qui va être vraiment efficace, tu sais, qui va être vraiment efficace, puis qui ne viendra pas trop nuire à, tu sais, à l'utilisateur, tu sais, à la personne qui aime ça. Tu sais, puis je donne tout le temps comme exemple, tu sais, il y en a bien qui m'ont demandé pourquoi tu aimes ça faire du tir sportif? Moi, ça me détend. Toi, tu aimes le golf? Ben moi, personnellement, j'ai jamais vu une carabine se faire pitcher ou un revolver se faire pitcher. Mais des bâtons de golf, calvaire, ça, j'en ai vu en calvaire. OK? Fait que, tu sais, fait que la seule différence entre le golf et moi, c'est le sens du trou. Moi, je fais des trous dans le papier drette de même, puis toi, tu vises une cope qui est grosse comme ça avec une balle. Tu sais, le rapprochement est là. Fait que, tu sais,
ça me détend, c'est bon pour ma concentration. Tu sais, le programme des cadets, j'ai formé des tireurs, des tireurs de précision, des jeunes de 12 à 18 ans à tirer avec une carabine à plomb, puis à pogner le centre à chaque fois, à se concentrer, à avoir une meilleure, tu sais, à vouloir s'entraîner pour avoir un meilleur tir. Fait que puis aujourd'hui, tu sais, encore là, je vais dans des chantiers, puis j'ai des gens qui veulent s'améliorer au niveau du tir, je leur donne quelques trucs, puis de les voir réussir, ben c'est une belle paye, là, tu sais, là. Fait que c'est vraiment un beau sport qui est méconnu. Il y a beaucoup de désinformation, malheureusement, par rapport à ça. Puis je pense que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas une discussion avec le gouvernement, les utilisateurs, puis les groupes anti-armes, puis de s'entendre pour quelque chose, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Puis le gouvernement... Parce que les objectifs sont différents. Ben, les objectifs sont différents, puis le gouvernement, lui, ce qu'il veut, c'est plate à dire, puis je veux pas laver mon linge sale avec le gouvernement, mais ce qu'il veut, c'est gagner des votes. C'est plate, puis je l'ai vécu. Parce que la faveur populaire, c'est de voir les armes sortir des rues. Exact. Fait que, puis je l'ai vu. Puis on semble pas non plus entendre ou comprendre que beaucoup d'armes non enregistrées proviennent du crime organisé. Ben, tout ce qui Donc, ça a été importé de façon illégale. Je connais pas un bandit qui a un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu là, non plus. Là, fait que je suis convaincu qu'il y en a, mais je comprends que c'est pas le chemin le plus facile pour eux. C'est pas le chemin le plus facile pour eux, mais c'est ça l'affaire. C'est quand même bien que tu enlèverais toutes les armes des utilisateurs, ben ça va continuer à tirer à Toronto, à Vancouver, à Montréal, etc. Parce que justement, c'est le crime organisé, c'est des armes qui sont rentrées illégalement. Fait que le gouvernement, tu sais, le 700 millions qu'ils ont octroyé là, pour le programme de rachat, ben Christy, si tu mettrais ça dans les corps de police puis les agences frontalières, jusqu'à ce qu'on a fait au Québec, tu sais, le Québec a investi de l'argent justement pour le crime organisé, pour enrayer le crime organisé, puis par rapport à la violence pour les armes à feu. Puis le peu qui a été donné au niveau provincial, ils ont fait des miracles. Là. Ils en ont pogné des bandits avec des armes illégales, puis il y a des enquêtes qui sont arrivées à échéance. Fait que je me dis, si on faisait ça à l'échelle nationale, tout l'argent qu'on... Tu sais, justement, tout ce qui a été pour les CQ meetings, le bannissement de ces armes-là, le programme de rachat, autant au niveau commercial qu'au niveau personnel qui s'en vient, bien, si on investissait tous ces argents-là dans les corps de police, les agences frontalières, le programme canadien des armes à feu au niveau des permis de possession puis d'acquisition d'armes à feu, là, on réduirait au niveau de la sécurité, on réduirait au niveau de la sécurité publique, là, tu sais, là, c'est... Puis on a beau dire ça au gouvernement, puis comme je te dis, moi, j'ai été rencontrer mon député, j'ai eu une belle rencontre, mais ça n'a rien donné sweet fuck out, parce que ça allait pas dans ce qui allait lui apporter des votes pour avoir son siège, tu sais. Fait que... Est-ce que tu penses qu'une des solutions pourrait, je sais pas, hypothétiquement, là, c'est quelque chose que j'ai dans la tête, puis je veux me le sortir de la tête, que toutes les armes soient traçables. Donc, des GPS dans chaque arme à feu et d'avoir par secteur des gens qui regardent un peu comme un contrôleur aérien l'utilisation, en fait, du moins le déplacement des armes. Puis quand on voit qu'une arme se déplace dans un centre-ville, ou tu comprends ce que je veux dire? Des méthodes qui n'existaient pas avant, des méthodes préventives pour mieux gérer le contrôle des armes à feu au niveau du transport. Bien, tu sais... Ça a-tu déjà été discuté, avancé? Je pense pas, mais ça va. Tu sais, le problème, c'est que ça coûterait énormément cher. Non, mais mettons qu'on fait la facture aux utilisateurs. Ouais. Ils ont déjà essayé avec quand il y a eu le programme d'enregistrement au niveau fédéral, ils ont essayé de refiler la facture au niveau... quand on enregistrait les armes, je pense que ça coûtait 10$ par arme, quelque chose de même, ou 5$ par arme. Puis finalement, ils ont rendu ça gratuit parce qu'il n'y a pas personne qui voulait embarquer là-dedans puis payer. Fait que je pense pas que l'utilisateur va vouloir payer à ce moment-là, mais tu sais... Moi, si tu me dis, là... Ça pourrait réduire les risques. Moi, si tu me... Si tu t'en vas avec ton 12 au centre-ville, puis que c'est pas pour aller faire la maintenance, l'entretien, une réparation... Tu sais, si tu regardes juste, là... Tu sais, tu as soulevé un problème tantôt. Le permis de possession est renouvelable aux 5 ans. Oui.
On renouvelle notre permis de conduire à tous les ans. Pourquoi qu'on ne pourrait pas le renouveler à tous les ans, notre permis de possession ou d'acquisition d'armes à feu? Faire signer ma conjointe à tous les ans, pour lui dire « Hey, j'ai toute ma tête, es-tu à l'aise? Est-ce que j'aille mes armes encore? Oui, parfait. » Ou, je sais pas, un mécanisme de surveillance par rapport à le système ambulatoire. Mettons, tu rentres à l'hôpital, si tu rentres en psychiatrie, tu es flagué. Là, à ce moment-là, ça suspendrait ton permis, puis il y aurait une saisie des armes à feu. Au niveau fédéral, ils ont copié le modèle du Québec, parce qu'au Québec, on a une loi provinciale qui est la loi 9. La loi 9 a déjà un système de saisie préventive, à savoir que si, mettons, tu vas voir ton psychiatre, puis qu'il juge que tu n'as pas toute ta tête, il peut, il n'est pas obligé, mais il peut faire un signalement à ce moment-là, puis il y a une saisie préventive qui est faite. C'est pas permanent, là, les saisies préventives. Une fois que ton psychiatre a signé une forme de release. Puis même, il faut que tu passes devant un juge pour récupérer tes armes, puis tout le kit. Fait qu'il y a tu vois, je savais pas ça. Ah oui, il y a un processus là, pour quelqu'un qui a une saisie préventive. C'est pas juste j'ai mon papier de médecin. Ça prend un jugement de cour. Ah non, ça prend un jugement de cour qui dit au corps de police c'est beau, tu peux libérer les armes. Le contrôleur des armes à feu du Québec doit être informé aussi, comme quoi que tout est beau, tu as passé devant le juge, le psychiatre a dit que c'est correct. Le contrôleur approuve, il réactive le permis, puis là, tu peux récupérer ton permis de possession ou d'acquisition d'armes à feu. Fait qu'il y a déjà un système en place que je pense qui pourrait être amélioré, qui pourrait être encore plus efficace. Je pense que, tu sais... Je pense que les suggestions vont devoir venir de l'industrie, dans le sens des utilisateurs, parce que le gouvernement semble pas vouloir arriver avec des solutions, mais davantage l'élimination des... Mais faudrait... Mais le problème, c'est que au niveau gouvernemental, c'est qu'ils veulent pas nous écouter. Tu sais, il y a eu des CQ meetings, puis Martin Bourget, que tu connais bien, a passé avec Kate devant des CQ meetings, puis tout ce qu'ils ont cherché à faire par rapport à l'industrie, ça a été de discréditer pour obtenir ce qu'ils voulaient. Fait que tu dis, OK, je m'en vais là, puis même mon député me l'avait offert, puis j'ai dit, j'irai pas parce que je vais perdre mon temps. Parce que vous voulez pas m'écouter. Mm-hmm. Parce que chaque argument qu'il me donnait, je les défaisais par des points de loi, par des solutions, puis ça répondait pas à ce que lui il voulait. Fait que tu dis, Christy, il y a aucune ouverture du gouvernement de vouloir entendre les utilisateurs et les gens de l'industrie pour trouver de vraies solutions. C'est ça qui est dommage là-dedans. T'sais. On essaie d'imposer une nouvelle législation puis de conformer les utilisateurs. Exact. Et de les restreindre toujours de plus en plus. De plus en plus. On comprend qu'il y a un risque, par exemple. Puis je pense que l'industrie doit être sensible à la possibilité mais de dérapage. Je suis d'accord, mais d'un autre côté, il y a... on parlait de chasse tantôt, puis de statistiques, c'est en bas du 5% d'accidents ou d'incidents par rapport aux armes à feu. Il y a combien d'accidents par rapport aux chars? Oui, tu vas me dire, il y a plus de véhicules sur la route, je suis d'accord. Mais d'un autre côté, on a une législation, on fait de la prévention. Moi, j'ai jamais vu une publicité, que ce soit dans le journal, que ce soit à la télévision. Hey, barre ton arme. La Fédération des chasseurs et pêcheurs ont ce programme-là. Mm-hmm. Barre ton arme. Christy, pourquoi ils ne passent pas ça dans la TV? Aux États-Unis, là, tu vas me dire, c'est un autre pays. Peut-être parce que c'est marginal au Canada. C'est marginal, mais en quelque part, puis tu vois, il y a une belle initiative de la Fédération des chasseurs et pêcheurs. Dans leur cours de maniement d'armes, ils donnent des barreurs de détente en parlant de la santé mentale, puis de l'importance, puis etc. Donne ça comme des condoms. Donne ça, protège-toi. Oui, protège-toi. Ouais. Puis Christy, c'est une maudite bonne idée. Ouais. Fait que, tu dis ça, c'est quelque chose de sensé. Mais c'est ça. Le gouvernement, malheureusement, embarque pas veulent pas écouter l'industrie. Il y a des solutions qui sont avancées, mais pour le moment, je pense qu'il serait beaucoup plus efficace que de tout enlever, de tout bannir, tout ça pour des modèles qui sont cosmétiquement ressemblants à ce qui se fait au niveau militaire.
Tu as raison. 5 ans pour renouveler un permis, c'est beaucoup. Puis je suis arrivé là, à un moment donné, il a fallu que je renouvelle ma licence. Puis c'est là où est-ce qu'il te demande de déclarer un problème de santé mentale diagnostiqué. Puis je dis que j'ai un trouble de stress post-traumatique. Puis c'est là, à ce moment-là, que je réalise que si je veux le conserver, j'ai besoin d'une évaluation psychiatrique. Et voilà. Ça me frustre, mais c'est correct. C'est correct. C'est correct. Je suis aux prises avec un problème de santé mentale. Ça ne veut pas dire que je suis un danger pour les autres. Le psychiatre dit qu'il n'est pas un danger, mais au moins, ça doit être fait pour rassurer la population. Oui. C'est clair. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une sensibilité par rapport au risque. Il faut que cette sensibilité-là, je pense, soit toujours présente dans ces discussions-là. Mais je pense qu'on pourrait avoir des méthodes... des méthodes de contrôle qui sont moins coercitives puis davantage, comment je pourrais dire ça, applicables. Mais comme tu dis, je pense que le dialogue est la solution dans le futur. Parce que on est déjà fiché en tant que... Tu sais, de la minute que tu as un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu, que tu en aies une ou que tu en aies 200 des armes, ce qui est important, c'est que tu aies un permis attitré à ta maison qui dit, mettons, au niveau policier, ben cette maison-là, il y a des armes à feu. Exactement. Puis l'approche policière aussi est différente. Quand je rentrais une adresse dans le système, puis je voyais justement qu'il y avait des armes à feu enregistrées à ce domicile-là, l'approche de la résidence est complètement différente. Exactement. Puis souvent, ça va prendre plus de ressources. Donc, il faut comprendre aussi que l'État, à cause de ça, va déployer aussi plus de ressources. Peut-être c'est dans un but d'économie, malgré que les licences leur apportent de l'argent au Conseil du Trésor. En réalité... C'est provincial ou fédéral, la licence? La licence, c'est fédéral. C'est ça. Donc, l'argent s'en va au Conseil du Trésor. Exactement. Tu étais pour la Fédération québécoise de tir. Oui. Qu'est-ce que ça fait au day-to-day pour les tireurs du Québec? Maintenant, au moment où j'étais là, on s'occupait des cours canadiens de sécurité de maniement d'armes à feu à autorisation restreinte. Fait que tout ce qui était pistolet, revolver, au niveau du tir sportif. On était mandaté aussi pour faire la diffusion du test d'aptitude de la loi 9 au niveau provincial. On supportait aussi tout ce qui était tireur sportif au niveau olympique. En gros, c'est pas mal ça. Maintenant, la Fédération ont seulement que la diffusion du test d'aptitude de la loi 9 puis le support des Olympiques. Là, c'est qui vous desservez, vos membres seulement ou tous les tireurs? Tous ceux qui sont membres de la Fédération. OK, donc ça prend un membership pour être capable d'avoir vos services. Exact. Quand il arrive le temps des Olympiques, il y a quelqu'un de vos membres est appelé à aller sélection olympique ou aux Olympiques. À l'extérieur du Canada, quelle réglementation qui est utilisée pour les armes à feu? Est-ce que c'est la réglementation du pays hôte ou c'est la réglementation canadienne? C'est c'est sûr qu'il va y avoir la réglementation canadienne pour partir. Puis après ça, c'est la réglementation du pays qui reçoit. Mais tu sais, tout ce qui est transport aérien ou au niveau du transport en autobus, mettons, là, à ce moment-là, c'est la réglementation fédérale là, au niveau du transport de l'entreprise. Du transporteur aussi, parce que je me souviens d'avoir apporté mon arme à feu pour un travail en avion et il me semble, si je me souviens bien, les parties devaient être séparées de l'arme à feu. En fait, il enlevait le canon pour ce qui est du 2.26 et les munitions voyageaient en soute et ton arme à feu voyageait dans son compartiment barré. C'est quoi tu chasses? Orignal, petit gibier, j'aimerais ça, dindon sauvage. C'est-tu bon? Du dindon, oui, c'est bon. Quand c'est bien apprêté, c'est raide un peu, là, mais quand c'est bien apprêté, c'est vraiment bon. OK. Sérieusement, ouais. Fait que j'ai fait... l'année passée, j'ai fait l'oiseau migrateur pour la première fois. J'ai adoré ça. Avec un service de guide. Tout ça est dans le but de consommer ta nourriture? Oui. Consommer ta viande? À 100%. OK. Est-ce que c'est toi qui l'apprêtes toi-même? C'est plus ma femme. OK. Oui. On fait ça ensemble. Okay. On fait ça ensemble. On fait boucherie ensemble aussi. On arrange notre gibier ensemble. Elle a plus de talent que moi, mais on fait ça à deux. Puis après ça prend-tu une grande expertise pour savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon? Pas en tout. Non.
Pas en tout. YouTube est notre meilleur ami sur bien des affaires, mais... Il n'y a pas de risque d'intoxication? Non, pas tant. Puis à cette heure, il y a tellement de livres de recettes par rapport au gibier que c'est facilement apprêtable, puis il n'y a pas de trouble là. Fait que c'est sûr qu'il y a certains risques de contamination, mais si ta viande est bien cuite, il n'y a pas de problème. Là, je veux t'amener ces roadkill. Parce que, exemple, tu t'abats, je sais pas moi, un chevreuil, mais tu réalises que le chevreuil a été frappé. Comment tu réalises ça dans le débitage qu'il y a eu une hémorragie interne? Est-ce que c'est visible? C'est quelque chose qui est visible? Récemment, j'ai frappé, justement. Là. Généralement, un gibier qui a été frappé puis blessé, il t'offre pas longtemps. Ça va être plus les prédateurs qui vont courir après. Il va être plus facilement vulnérable auprès... Donc, tu t'en remets pas? Non. L'animal s'en remet pas d'une collision avec un véhicule? Non. Peu importe où est-ce que le véhicule... Tout dépendant de la collision, mais une grosse collision, là, oublie ça. Là, Parce que moi, j'ai frappé la tête de l'animal. Il venait de sortir du ditch. Oui. Comment on appelle ça en français? Le ditch. Le fossé. Le fossé. Il est sorti de là, j'ai tapé la tête. Et après ça, l'animal est pas tombé mort là. Donc, j'imagine qu'il a fait un bout. Éventuellement, il y a quelqu'un qui va le trouver puis qui va réaliser qu'il a été frappé parce qu'il y a probablement une hémorragie interne. Généralement, ça va être les prédateurs qui vont s'en occuper. OK. Donc, tu peux dormir tranquille. Je voulais savoir, parce que tout le monde parle d'intoxication avec une hémorragie interne. Est-ce que c'est clair que quand tu l'ouvres, ah ben oui, c'est clair qu'il y a une hémorragie, ou c'est pas clair jusqu'à temps que... Faudrait que tu le récoltes comme dans les minutes après ou après l'accident. Là. Fait que je serais très, très, très surpris qu'il y ait... Sur les réseaux sociaux, tout le monde m'a dit « Tu manges pas ça, t'as pas le droit. » En tout cas, il y en a qui m'ont quasiment chicané quand j'ai pas touché du tout à l'animal. Tu comprends-tu? Écoute, c'est pas pour partir après non plus, là, puis ça dépend de l'animal. Si c'est un ours, Christy, moi, je débarque pas du char, là, fuck it. Oublie ça. Fait que, mais tu sais, c'est sûr qu'un cerf de Virginie, oui, c'est sûr. Tout dépendant de la collision, c'est dur à dire, là, mais moi, je suis pas mal certain que ça va être plus les prédateurs qui vont... Mais c'est sûr que, tu sais, la viande va être raide de toute façon. Il y a un traumatisme qui est fait, fait que la viande sera pas bonne à ce moment-là. Là, fait que... Bon. De toute façon, c'était mon problème, mais c'est plus mon problème. Mais je voulais quand même qu'on discute de la possibilité d'avoir tué un animal qui a reçu, qui a eu une hémorragie interne. Puis c'était clair de voir l'hémorragie interne. Tu viens de Saint-Jérôme, 2 beaux enfants, fait 25 ans que tu es avec la même femme. Oui. Vous avez une émission ensemble. Oui. Donc, toi, dans ta tête, c'est clair que tu finis ta vie avec cette femme-là. Ben, on peut pas savoir l'avenir, mais dans ma tête à moi, oui, en tout cas, c'est ce que je souhaite, de passer le restant de ma vie avec elle, puis c'est son souhait à elle aussi, mais on sait jamais ce qui peut arriver. Hein. Je peux bien rencontrer une belle Suédoise blonde. Pas sûr qu'elle va aimer ça, ce que tu dis là. C'est pas la première fois que je le dis. Ah, non, puis je pense que c'est ce qui fait la force aussi de notre couple, de pas savoir qu'on est acquis l'un à l'autre. Fait qu'on profite de chaque moment ensemble. Fait que, tu te dis... Même après 25 ans? Ah oui, j'aime pas l'idée de... Parce que vous cultivez, je peux dire ça, cultivez votre relation. Vous êtes pleinement conscient que c'est comme n'importe quoi d'autre. J'ai dit, si tu arrêtes de prendre soin de ça, il peut avoir des conséquences. Est-ce que je suis à l'abri qu'elle rencontre quelqu'un, mettons, sur son lieu de travail, puis qu'il y a quelque chose qui se passe avec cette personne-là? Je suis pas à l'abri de ça. Comme elle n'est pas à l'abri de ça non plus. C'est sûr qu'on passe pas notre temps à paranoïer de ça, mais... mais c'est pas quelque chose qui t'insécurise. Mais c'est pas quelque chose qui m'insécurise. Mais ma question en arrière de tout ça, c'était pas ça. En fait, comment tu te vois vieillir? C'est la première fois que je pose cette question-là. Mais comment tu vois l'avenir vieillir? La retraite? Ma retraite, ça serait... Mon plus grand souhait, ça serait d'avoir les moyens d'être capable de me trouver une terre à bois. Où est-ce que j'aurais la possibilité de pouvoir chasser sur ma terre avec ma conjointe, puis ma blonde, elle aime bien tout ce qui est plante. Elle a un pouce vert qu'elle sait pas, là, dans le sens qu'elle a un talent, puis elle sait pas, fait qu'elle, de se faire un grand jardin, cultiver nos légumes, puis toute la kit, puis que je puisse aller faire le ménage sur la terre avec en coupant du bois, puis etc., ça serait
Ça serait mon plan de retraite. Je ne dirais pas de vivre de façon primitive, mais davantage de... Ben, je te dirais plus proche de la nature. Vraiment plus proche de la nature. J'ai toujours eu un bien-être en forêt. Puis d'aussi loin que je me rappelle, à mon jeune âge, mes parents avaient un chalet dans le coin de Saint-Donat, dans la Naudière. Puis on montait là toutes les fins de semaine. On passait les vacances de Noël au chalet. Et puis, je me rappelle à un moment donné que c'était au printemps. J'étais parti tout seul. J'avais 8-9 ans à peu près. J'étais allé m'accoter sur le long d'un arbre, pas bien loin du chalet, puis de recevoir le soleil, puis d'entendre la forêt, le vent dans les feuilles, puis toute la kit, là, c'est quelque chose de thérapeutique que j'ai besoin, puis que je souhaite pouvoir vieillir en ayant ça à chaque jour du restant de ma vie. Là, ça serait vraiment mon monde idéal, mettons. OK. Tu as retourné comme officier cadet. Oui. En fait, tu as pris ta commission d'officier. Tu es devenu un officier cadet. Je l'ai marqué encore une fois, cadre des instructeurs de cadets. Donc, tu devenais militaire à ce moment-là. C'est quoi ton plus beau souvenir avec les jeunes? Mon plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir, je te dirais, j'étais même pas dans le cadre du travail, c'est en dehors du cadre. Puis je le vis encore une fois de temps en temps, c'est de rencontrer des jeunes avec qui tu as travaillé. Puis qu'après ça, tu reçois la vraie paye d'un officier CIC, c'est ce que ce jeune-là est devenu. T'sais, on parlait de former de bons citoyens. Je me rappelle à un moment donné, je me rends à une boutique où ils vendent à ce moment-là, des disques, puis de la musique, puis des DVD, puis tout le kit. Puis je rencontre une ancienne cadette qui travaille là. Elle est rendue à 19-20 ans à peu près. Fait que j'ai oublié son nom, mais en tout cas, je lui demande qu'est-ce que tu fais de bon, puis tout le kit. Ah, elle dit, je reviens de voyage. Elle dit, ah oui, j'étais allé où? Elle dit, j'étais allé faire le tour de l'Europe. Elle dit, j'ai travaillé un été de temps. Elle dit, j'ai pacté mon sac à dos. Elle dit, je suis parti. Elle dit, j'ai été faire le tour de l'Europe au complet. Elle dit, je me suis trouvé des petits boulots là-bas. Elle dit, j'ai couché dans des auberges de jeunesse. Puis elle dit, je voulais vous remercier, monsieur, parce qu'elle dit, si vous m'avez transmis ça, le goût de l'aventure par l'entremise des cadets. Fait que ça, j'avais trouvé ça, c'est un beau souvenir que j'ai justement d'avoir marqué un jeune ou une jeune, de dire merci monsieur du travail que vous avez fait avec moi. Ça en est un. Puis j'en ai un autre aussi d'une jeune que quand elle est rentrée dans les cadets à l'âge de 12 ans, timide, ça, tu sais là, un fantôme qui longe les murs, là, de voir cette jeune-là évoluer dans le programme des cadets, de se faire des amis, d'évoluer, puis de devenir, être capable d'être en avant de la parade, puis de coller devant un peloton, puis de faire sa drill, puis de travailler sur elle-même. Ça, c'est des beaux souvenirs que j'ai là, de ce programme-là. Fait que... Je vais te poser la question, parce qu'il y a toujours eu... comment je pourrais dire ça, un préjugé que des jeunes, que ce soit les scouts, que ce soit des organisations de jeunes comme les cadets, qui avaient, dans certains cas, je ne veux pas dire des allégations de pédophilie, là, mais il y a des parents qui n'ont pas voulu envoyer leurs jeunes aux cadets à cause de cette probabilité, de ce risque-là que leurs jeunes soient abusés. Ouais. Toi qui as travaillé à l'interne, est-ce qu'il y a des méthodes... est-ce qu'il existe des procédures, justement, pour empêcher ce genre de comportement-là? On avait des formations annuelles où justement, on parlait de tout ce qui était harcèlement, pédophilie, etc. On va voir des signes par rapport aux jeunes. Fait que oui, il y a beaucoup de procédures et de formations. Puis il y a évidemment des enquêtes. Veut pas tout le monde est filtré. Oui, il y a une enquête de sécurité. Il y a une enquête de sécurité, mais autant au niveau des civils qu'au niveau des militaires, il y a une enquête de sécurité qui est faite. Mais oui, c'est ça, il y avait des formations qui nous donnaient à chaque année par rapport à ça, par rapport à la fraternisation aussi. Fait que c'est un peu...
Oui, parce que là, des fois, un cadet arrive à 18 ans, là, il est proche des officiers, que ce soit les officiers civils ou les officiers cadets. Il y a des fois il y a pas une grande différence d'âge, des fois, entre la personne qui est le gestionnaire puis le candidat, je vais dire de même. Là. Donc, mais à toute fin pratique, ce que toi, tu as observé, c'est qu'il y avait des méthodes qui étaient en place pour la sécurité des gens. Oui, c'est la priorité du programme des cadets, c'est la sécurité des jeunes. T'sais, les jeunes, on veut qu'ils passent qu'il y ait une belle expérience au niveau du programme. Là, ils sont pas là pour se faire écœurer, là, au contraire. Fait que c'est pour ça que c'est très encadré justement par le programme puis le bureau des cadets. Là. Fait que, les cadets ont quand même 3 éléments, un peu comme les Forces armées canadiennes, l'air, la marine et la terre. Tu as travaillé principalement dans j'ai travaillé avec l'aviation puis principalement en terre. OK. Aviation avec les planeurs aussi? Parce que c'est particulier, justement, des cadets soient capables de piloter un planeur. Puis même un Cessna. Parce qu'ils peuvent avoir leur licence de pilote de Cessna. Là. Oh, oui. Mais pas de licence civile, une licence... si je me trompe pas, c'est ils passent l'examen avec Transport Canada puis ils obtiennent leur formation civile. J'ai un ami que sa conjointe a fait sa licence au complet. Puis, mais il y a une différence entre commercial et privé. Oui, c'est ça. C'est une licence privée là, au niveau... Ils peuvent pas en faire un emploi demain matin avec ça. Ça reste pour... Non, mais ils peuvent louer un avion au niveau privé puis aller faire l'utilisation, exact. C'est phénoménal, hein? Ouais. D'avoir autant de responsabilités à un si jeune âge. Et je pense pas, j'ai pas entendu grands incidents non plus par rapport à ça. Donc, j'imagine que c'est très, très bien encadré. C'est très bien encadré. Puis, tu sais, tu regardes nous autres au niveau des cadets de l'armée. Les jeunes ont la chance d'obtenir la seule qualification militaire. C'est le cours de parachutisme. Fait qu'ils peuvent aller faire leur cours de parachutisme puis obtenir leurs ailes. Ouais. Obtenir leurs ailes. Fait que Ça a fait beaucoup de controverses dans l'armée. Ceux qui ont... les jeunes qui avaient obtenu leurs ailes au niveau des cadets, qui arrivaient sur la parade comme jeunes soldats, puis il y avait déjà une qualification d'Airborne. Au niveau des cadets, il y avait du maniement à l'époque d'explosifs. Hein? Je pense qu'on apprenait entre autres, à manier des grenades. Oui. Toi, c'est ton pain puis ton beurre, c'est dans ta job à tous les jours. Tu te souviens, il y avait eu un incident à l'époque à Valcartier pour une grenade qui avait explosé dans une salle de classe. Ce genre de choses-là, aujourd'hui, ne se produirait plus. Est-ce qu'on fait encore de la manipulation de grenades des fins de simulation? Non, hein? Non. Non. Fait qu'on a enlevé tout ce qui était explosif pour les cadets? Ouais. Tout ce qui est explosif, ils ne touchent pas à ça. Puis même au niveau du tir, ils commencent avec la carabine à plomb, ils peuvent faire du 22, ils peuvent aller faire à canotte, le camp de tir, en tir de précision, ils peuvent aller faire du 2,23, 5,56 puis 7,62. Okay. Il y a certaines unités que je sais qui ont déjà fait de la familiarisation avec des unités au niveau de la C7. Mais en tir coup par coup seulement. Sous commandement. Sous commandement, puis avec des unités d'infanterie qui étaient avec eux autres. Fait que non, c'est très bien encadré, là, puis non, il n'y a plus de manipulation d'explosifs. Là, fait que les parents qui nous écoutent, qui pensent que, encore une fois, puis je le répète, que les cadets et une usine de recrutement pour les Forces armées canadiennes, c'est complètement le contraire. C'est une usine à bons citoyens seulement. Fait que, où est-ce qu'ils vivent des expériences, on peut dire, paramilitaires. Puis là, on voit que l'expérience, si l'organisation le permet, puis le KID a tout ce qu'il faut, pourrait pousser ça un petit peu plus loin au niveau des cadets. Mais je pense que c'est une belle place pour commencer à avoir une discipline de vie. Une discipline de vie, une discipline... Travailler en équipe. Travailler en équipe, le conditionnement physique, la citoyenneté. Est-ce qu'on favorise la condition physique chez les cadets? Oui, on favorise la condition physique. Il y a un examen annuel... un examen annuel de conditionnement physique pour justement là, avoir de saines habitudes de vie. On parle de l'alimentation, on parle tu parlais tantôt d'hygiène en campagne, mais c'est de l'hygiène en
en général aussi, là, tu sais, là, fait que l'importance de se laver. Fait que c'est toutes des choses qui fait que ce programme-là est vraiment tout ça gratuitement. Tu sais, ça, c'est l'autre beauté de la chose. Tu sais, souvent, les gens sont peut-être réticents à dire « Ah, crime, va falloir que je paye. » Non, vous payez rien. Tout est subventionné par le ministère de la Défense nationale puis le gouvernement. Là, fait que, Puis vous faites, grosso modo, un peu d'éducation, souvent de l'éducation qui ne sont pas faits à la maison. Tu vois-tu un profil de jeunes qui s'inscrivent dans les cadets? Tu vois-tu un milieu, tu sais, des milieux plus défavorisés qui vont... Je te dirais, c'est très varié. C'est très, très, très varié. Je pense que beaucoup de parents veulent que leurs jeunes vivent une expérience, aient une bonne discipline. Puis, tu sais, comme je te dis, il y a de vivre des expériences. Tu sais, coucher dehors en plein hiver quand il fait moins 40, quand tu as 12, 13, 14 ans, c'est une expérience à vivre. C'est une belle expérience à vivre. Même comme adulte. Même comme adulte, là, tu sais, là, de coucher dans un Quincy, là... Je sais pas qu'est-ce qu'un Quincy. Un Quincy, ben c'est... Je vais te dire, c'est comme un igloo, mais tu sais, l'igloo est fait avec des blocs qu'on empile en rond. Le Quincy, c'est qu'on va faire un gros tas de neige, on va planter des morceaux de bois environ de 12 pouces. On va attendre, mettons, 4 heures, puis après ça, on va le creuser par en dedans. Pour avoir une longueur, les morceaux de bois, c'est pour avoir une profondeur égale partout. Après ça, on met un fadal, ça devient un beau tapis de glace. Oui, dôme de glace. Puis tu dors là-dedans, là, le monde pense qu'il fait frette. C'est mieux qu'une tente à 10 heures. Ah oui, oui, ça. Au niveau de l'isolation, c'est il fait à peu près 5 degrés là-dedans quand t'es couché. Là, fait que, puis l'armée nous fournissent les sleeping bags d'hiver. Fait que on dort très, 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 très confortablement là-dedans. Là. Fait que de faire vivre ça à un jeune, tu sais, juste la carte et boussole, d'opérer une carte et d'une boussole sur un terrain, puis de voir le jeune réussir à manœuvrer avec sa carte et sa boussole, c'est quelque chose de super... Et de réussir. Puis de réussir, c'est ça. On sous-estime la valorisation, l'estime de soi que ça peut donner aux enfants. C'est ça. Et aux jeunes adultes. Avant qu'on termine l'entrevue, j'aimerais ça que tu nous parles de Radio Crash. Tu as été un des pionniers de Radio Crash. En fait, tu as été une des premières émissions sur la plateforme. J'ai été le premier, oui. Pour ceux qui sont intéressés, parce que le Soundcheck Podcast est en exclusivité audio chez Radio Crash, allez downloader l'application et allez voir justement l'offre de services maintenant qui est grandissante. Exact. Le Bunker a été une des premières émissions en dehors de l'émission de chasse et pêche de Martin Bourget, parce que je pense que le médium a été formé justement pour rejoindre les chasseurs, les pêcheurs, les gens qui étaient dans cet univers-là. Puis, graduellement, le médium s'est transformé. Au début, c'était... je te dirais que Martin me disait, c'est pas une bébelle, mais tu sais, c'est un je te dirais bien, c'est un projet personnel. De communication? Ben, je te dirais que ça a été quelque chose qui un projet personnel que Martin avait, un souhait qui répondait à un besoin dans le sens que beaucoup de gens leur demandaient à lui et à Kate leur playlist de New Country. Ouais. Fait que là, en revenant d'un voyage de Nashville, où ce qui avait été chercher du renseignement par rapport à ça, ben c'est de là que l'idée est venue de dire, ben à la place de qu'on fournisse nos playlists, ben on va partir une radio web où ce qu'on va mettre la playlist de New Country, le top 100, puis etc. Puis à travers ça, on se fera 2-3 émissions, puis tout le kit. Je pense que Martin, puis Kate, puis Michael, que tu connais, je pense qu'il n'y avait pas je pense qu'il n'y avait pas l'idée que ça augmenterait aussi vite que ça. Je parle peut-être à travers mon chapeau quand je dis ça, là, mais je pense qu'il ne pensait pas que ça grossirait quand même assez rapidement avec d'autres animateurs. Fait que ça a fait son bonhomme de chemin, puis là, c'est rendu où ce que c'est rendu aujourd'hui, où ce que là, maintenant, il y a 4 stations de Radio Crash, dans le sens que tu as celle où il y a les émissions de talking, là, où ce que les émissions sont présentées avec un peu de musique. Parce que là, on est rendu avec un Morning Man. Exact. On est rendu avec une émission le midi, José le midi, et on a le retour à Bourget. Okay. Grossièrement, c'est ce que tu retrouves d'une station de radio conventionnelle, privée. Donc, on est après se développer comme je veux dire, station de radio numérique. Style commercial, dans le sens que
mettons, conventionnel par rapport à ce qu'on écoute habituellement sur la radio. Ouais. Là, parce que où est-ce qu'on se démarque aussi, c'est qu'on paye tous nos droits au niveau de la SOCAN, au niveau des droits pour utiliser la musique et la diffuser. Même s'il n'y a pas nécessairement d'obligation. Nous, on voulait justement payer notre juste part par rapport à ce qu'on diffusait. Donc, ton émission tient principalement de la musique heavy metal. Ouais. Heavy metal. Heavy metal. C'est quoi la différence, là? Heavy metal puis le metal? Ce qu'il va faire, des fois, ça va être le type de chanson, le type de chanteur qui va chanter. Tu sais, tu regardes... Genre ceux-là que t'entends pas, c'est le heavy metal? Ouais, c'est comme le trash metal. Trash metal, t'as le heavy metal qui est un peu moins pire, que des fois, tu vas avoir un peu des deux. T'as le glam metal qui regroupe tout ce qui est, mettons, Poison, Motley Crue et compagnie. Non, ce qui a été diffusé sur des radios commerciales. Okay. Fait que c'est ça. Mais ça englobe tellement de choses que, tu sais, là, c'est dur de dire que c'est du heavy metal, ça, c'est du glam metal. Mm-hmm. Fait que, mais c'est tout style confondu au niveau du metal, là. Ton aventure avec Radio Crash a commencé parce que tu as été chroniqueur pour la revue Aventure Chasse et Pêche. J'ai été chroniqueur pour la revue, mais je te dirais, c'est quasiment un t'es pas game qui a fait que je suis tombé animateur sur Radio Crash. Parce que dans le fond, c'est Martin qui m'a dit il me semble que je te verrais faire ça. Puis, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mm-hmm. Ben, il dit il y a juste un moyen de le savoir, c'est essaye-les. Ouais, crime. OK. Ben, j'écoute. Si tu veux que je le fasse, pas de problème, mais voici mes conditions. Ouais. Fait que j'ai dit, je vais avoir une émission le vendredi soir, je veux que ce soit du heavy metal. Et j'embarque. Parfait. Fait que là, je suis parti avec ça. Je me suis acheté, j'ai eu du financement pour m'acheter de l'équipement. Après ça, c'est ça. Là, j'ai tellement aimé ça que j'ai parti ma deuxième émission avec ma conjointe qui est le Jukebox. OK. Juste pour les gens qui sont intéressés, le Bunker est diffusé les vendredis 20h et le Jukebox avec ta conjointe Annie-Claude Ménard diffusé les samedis 17h30. Exact. Sinon, est-ce qu'on les gens qui veulent te suivre, ces réseaux sociaux, c'est qu'on peut te trouver? Sur Facebook, Christian Caisse, fait que c'est pas mal là. Sinon, les vendredis soirs, 20h. Puis, parce que tout ça est en live, c'est possible les gens qui... Généralement, je le dis quand c'est en live ou quand c'est en pré-enregistrement. Vu qu'au travail, j'ai un chiffre de soir, j'arrive trop juste le vendredi pour pouvoir le faire, mais je le dis généralement, OK, ce soir, on est en pré-enregistrement. Mais si ça vous tente de m'écrire pareil sur Facebook ou sur l'application de Radio Crash, gênez-vous pas, je vais répondre, inquiétez-vous pas. Mais sinon, prends-tu les demandes spéciales? Oui. Comme ça se faisait à l'époque? Oui, je le fais via Facebook ou via l'application. C'est plus difficile parce que je suis pas tout le temps dessus, mais via Facebook, si les gens m'écrivent « Hey Christian, je vais t'écouter samedi soir prochain, j'aimerais ça entendre cette chanson-là. » Moi, je transmets ça à Annie-Claude, je l'appelle affectueusement DJ ACMC avec ses initiales. Fait qu'elle apprend ça en note, puis généralement, on la fait passer, puis on dit la personne qui l'a demandé. Fait que, mais quand on est en live, l'application Radio Crash est ouverte, les gens peuvent nous écrire, sinon sur nos Facebook personnels. Samedi passé, j'ai eu vraiment un beau taux de participation des gens, des questions qui ont été posées, des choses, parce que des fois, de trouver des sujets à jaser, s'il y a les gens ont des suggestions de choses à jaser, pas nécessairement au niveau de la chasse puis de la pêche, là, n'importe quel sujet. Parce qu'on le voit, tu es quelqu'un de versatile. À peine. Qui n'attend pas nécessairement d'avoir une formation complète, précise et de maîtriser un sujet avant de te lancer. Non. Je pense que c'est ça que j'ai découvert le plus de toi aujourd'hui, c'est que tu es willing pour faire un paquet de choses et tu sembles très bien t'adapter, puis tu es passionné par plusieurs choses qui t'ont amené à avoir un CV aussi grand que celui-là. Si les gens, par contre, veulent te parler de chasse, de pêche, d'armes à feu, ça va me faire ils veulent avoir des conseils parce qu'on réalise que tu as énormément de connaissances au niveau de la législation fédérale, provinciale. Merci de faire ce que tu fais. Je pense qu'on a besoin des gens qui sont des bons communicateurs puis qui connaissent bien la loi pour apporter des nouvelles solutions pour que les générations futures puissent continuer à se nourrir en chassant.
La pêche semble pas présentement être très problématique, à moins que les gens voient dans les hameçons une possibilité, Il y en a, hein? une possibilité de faire bien du dommage. Il y en a qui sont contre la pêche, justement, parce qu'ils À cause des quotas? Non, à cause qu'ils pensent qu'on fait mal aux poissons. Ah oui, on peut penser que peut-être que oui, mais à un moment donné, c'est là où est-ce que tu traces la ligne. Est-ce que tu as la possibilité de t'alimenter différemment, directement à la source? Est-ce que c'est légitime? Je pense qu'on l'est. On est encore toujours dans un pays libre. Mais je pense que de plus en plus, on a une conscientisation de moins faire souffrir l'animal. Ça, c'est sûr. Je pense qu'il faut conserver cette volonté-là d'être le plus éthique possible, mais à la fin de la journée, c'est la chaîne alimentaire. Il y a ça, puis ça reste que c'est une consommation d'une viande biologique, que ce soit le poisson ou le gibier qu'on chasse. C'est une viande qui est biologique, qui n'a pas été entassée dans des abattoirs, etc. C'est une viande de qualité, puis qui est consommée aussi. Moi, c'est tout le côté après. Un coup que, un coup qu'on a récolté la bête, les soupers entre amis que je fais à la maison, de recevoir des couples d'amis à faire de la raclette avec de la viande de gibier. J'ai un ami dernièrement, on l'a invité, puis il a goûté à l'ours pour la première fois de sa vie. Il a vidé le plat. Il a adoré ça, il dit c'est goûteux, il dit c'est bon, il dit, fait que ça a c'est surtout différent parce que les épiceries ne peuvent pas offrir ce genre de viande-là. C'est là que ça devient très intéressant de peut-être s'embarquer dans un projet avec d'autres gens, d'aller chasser un gibier parce que ça se partage du gibier. T'es pas nécessairement obligé d'avoir ton propre gibier. Vous pouvez être collectivement sur un animal. Exact. Puis il y a aussi, faire une petite aparité, il y a le programme Chasseurs généreux que la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs chapeaute, qui fait qu'on peut donner une partie de notre viande à Chasseurs généreux pour redistribuer à des familles dans le besoin via Moisson Québec. Fait que le débitage, à ce moment-là, si on donne une bête au complet, le débitage ne coûte absolument rien. C'est la fédération, le fonds de la fédération qui va payer le débitage pour, après ça, donner à des familles dans le besoin. Fait que en tant que chasseur, on a la chance d'aller chasser. Si on peut redonner en plus à la communauté, ça vient avec. Le plus gros poisson que t'as pogné, c'était combien de long? Moi, ça avec tes mains. J'ai des photos. Moi, ça avec tes mains. Ah oui, aussi large que ça. Hein? C'était un beau brochet. Ça pesait combien de livres? 15 livres. OK. 15 livres. Fait que là, tu t'as dit ça devant la caméra, t'es prêt à ce que n'importe qui te challenge? Ah, j'ai pas de problème. Moi, il a envoyé la photo en plus. J'ai même une vidéo. Moi, je suis un bon pêcheur, je suis pas menteur. Il y a une chose qu'on n'a pas parlé, c'est que t'as racheté la maison familiale. Oui. Puis t'as dit ça n'a pas été nécessairement facile. Non. Parce que ta mère est décédée dans la maison. Oui. Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu avais vraiment la volonté de racheter la maison familiale pour vivre ou pour revivre les émotions que tu as vécues dans cette maison-là? Et tu t'attendais pas à vivre quelque chose de différent, justement, à cause du décès de ta mère? Écoute, je te dirais que si tu m'avais dit, mettons, l'année suivant le décès de ma mère, si tu m'avais dit, tu veux-tu à la maison? Je t'aurais dit non. C'est 3 ans plus tard, mon père était rendu là, il était rendu à vouloir vendre la maison familiale. Il me l'a proposé à moi pour des raisons personnelles, puis parce que j'avais les moyens de l'acheter. Puis la transaction avec mon père, il savait que ça se passerait très bien. Ça reste dans la famille. Ça reste dans la famille. Fait que il trouvait que... J'ai posé la question, parce que j'avais une de mes sœurs qui voulait avoir la maison aussi. Parce qu'elle voulait, elle est coiffeuse de métier, elle voulait faire son salon dans la maison. Parce que mon père était expert en sinistre. Puis il avait eu son bureau à la maison pendant plusieurs années. Fait qu'elle voulait reprendre la maison pour... Il avait une vocation commerciale. Okay. Puis, quand il m'a proposé d'acheter la maison, il m'a dit, j'ai demandé, j'ai dit, écoute, Marc-Claude veut l'avoir aussi. Pourquoi tu me l'offres à moi? Il dit, premièrement, il dit, on a fait des affaires ensemble, moi puis toi, puis j'ai toujours été satisfait de la manière que ça s'était passé. Il dit, deuxièmement, il dit,
ta mère puis moi, on a acheté cette maison-là pour que ce soit la maison familiale. Il dit, on le savait que, il dit, le but premier, c'était la famille. Il dit, ça serait ici qu'on se regrouperait, même quand vous alliez partir de la maison, qu'on se retrouverait tous ensemble ici pour des rencontres, pour des soupers, etc. Il dit, Christian, il dit, t'es un gars de famille. Il dit, t'as 2 enfants. Il dit, je trouve que la maison, ça serait une belle continuité de la mission première de cette maison-là, c'est-à-dire que tes enfants reviennent à la maison, t'es proche Faire grandir une autre famille. Faire grandir une autre famille. Tu sais, les écoles secondaires puis primaires sont proches. Il dit, je trouve que la mission se continuerait. Fait que c'est pour ça qu'il m'avait offert la maison. Puis, comme de fait, je l'ai racheté. Fait que c'est ça. Ma mère est décédée, pas juste dans la maison. Elle est morte d'un arrêt cardiaque, puis j'ai été le premier à arriver ces lieux parce qu'elle elle souffrait de la maladie d'MPOC. C'est quoi la maladie d'MPOC? Maladie MPOC, c'est maladie pulmonaire obstructive chronique. Ça regroupe l'emphysème, les bronchites chroniques puis l'asthme. Donc de l'eau, ses poumons. Ouais, exactement. Puis ma mère, c'était le genre de femme forte qui était capable, puis qui, tu sais, là, c'est pas elle qui allait se médicamenter, puis etc. Puis, bon, elle faisait des crises d'asthme, puis tout le kit, puis elle avait de la difficulté à respirer. Puis, bon, mon père m'a appelé à 2h30 du matin. Il dit, viens-t'en, ta mère fait le pot. Je suis habitué, là, tu sais, qu'elle me pète une crise, puis qu'il fallait que j'y aille, puis etc. Mais mon père n'était pas à l'aise de la manière que ça se passait. Fait que j'ai comme pris mon temps pour partir. Je me suis habillé, tu sais, là, sommairement, puis j'ai embarqué dans mon char, puis en revirant le coin de chez nous, j'ai vu un char de police partir ses flashs. Puis je le savais où il s'en allait. Il s'en allait chez mes parents. J'étais arrivé en même temps que le char de police. C'est moi qui... Puis quand j'ai vu que le policier a débarqué avec le défibrillateur, c'est moi qui ai débarré à la porte au policier. Je suis monté en haut. Mon père était par-dessus ma mère en train d'essayer de faire des manœuvres. J'ai tassé mon père, pogné ma mère, je l'ai couché à terre. J'ai fait les manœuvres jusqu'à temps que les ambulanciers arrivent. Puis malheureusement, elle est décédée. Fait que de faire le massage cardiaque à sa mère, c'est un peu weird. Là. C'est un peu... c'est quelque chose de spécial. Fait que c'est sûr que suite à cet événement-là, tu sais, veux pas, avec mes sœurs, on en avait discuté, tu sais. Moi, je voulais pas avoir la maison. Ça, c'était sûr et certain. Mais 3 ans plus tard, mon deuil était fait. Je filais bien avec ça. On a acheté la maison à ce moment-là, puis c'est ça. On est toujours propriétaire, on a nos 2 enfants là-dedans, puis c'est ça. Mais tu comprends aussi très bien pourquoi ton père souhaitait que tu continues cette mission-là. Oui. Je vais le dire comme ça, parce que c'était un gars de famille. On a dressé le portrait. Je suis privilégié d'être ton ami, privilégié de t'avoir dans ma vie. C'est réciproque. Oui. Et je savais pas que tu en avais fait autant, par exemple. Tu étais quelqu'un de très humble et on a une pensée pour ta maman aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait avec la chambre? Est-ce que tu l'as converti autrement? Oui, mais les murs sont encore pareils. OK. J'ai pas changé la tapisserie encore, je suis dû. C'était-tu volontaire ou tu voulais garder souvenir? Je te dirais que non, c'est le manque de temps qui fait que j'ai pas fait de rénovation. Je te dirais que ça fait partie des projets comme... Je te donne ça comme tâche 2026, tu finis cette pièce-là. Ah, si bon. Ça marche-tu? Ah, ça marche. Ta femme va être contente? Ah, c'est sûr qu'elle va être contente, ça, c'est sûr. Elle m'a appelé, elle dit, fais-y dire ça sur le podcast. Elle va avoir des preuves, hein? Non, elle est très consciente. Je te dirais que c'est pas quelque chose qui... je suis pas attaché à la chambre en tant que telle. Tu sais, ma conjointe j'étais parti en formation avec l'armée, puis je suis revenu, elle avait tout repeinturé la cuisine, le passage, puis la salle à manger. Puis je suis de moins en moins attaché à, au bien, puis etc. Ouais. C'est sûr qu'il y a des choses que j'ai de la difficulté à me débarrasser, genre les photos de famille, ces affaires-là, ça c'est sûr que ça va être toujours... je vais toujours garder ça. Mais de moins en moins, j'essaie d'épurer à la maison de choses, tu sais, ça appartenait à mon père, si, ça, là, c'est comme, fuck, ah oui, ça ça fait du bien. Il vient un moment donné où c'est que tu commences à avoir une distance, puis émotionnellement, ça se traduit différemment.
Donc, l'objet, une signification différente qu'est-ce qu'elle avait lorsque tu en avais besoin. C'est ça, exactement. Merci d'avoir été avec nous, Christian Caisse. Ça a été un privilège, encore une fois, d'être avec vous, mesdames et messieurs. Merci. Allez vous abonner à la chaîne YouTube de TVC22 ainsi que la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, où tout le contenu est disponible de façon gratuite. Je remercie la TVC22 de collaborer avec ce projet-là. Plus qu'on avance, plus que j'ai énormément de plaisir et de facilité aussi à vivre avec vous ces rencontres humaines-là. Allez vous abonner Facebook, Instagram, TikTok, Steven Bilodeau, humoriste. Et restez à l'écoute parce que ma prochaine entrevue est avec un homme qui a vécu, en fait, lorsque la grenade a explosé au centre des cadets à Valcartier. J'ai hâte d'entendre cette histoire-là. Puis, où est-ce qu'il se situait? Qu'est-ce qu'il a fait dans ce contexte-là? Ça va être une continuité un peu de l'émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et je vous donne rendez-vous pour une autre émission du Soundcheck Podcast Studio. Bye bye.